Je voudrais d'abord vous informer que c'est un format de webinaire organisé de telle manière que seuls les panélistes sont visibles et, et appelés à s'exprimer oralement. Mais je vais vous expliquer dans quelques minutes le fonctionnement concret de ce webinaire qui se veut malgré tout participatif. On commence à l'heure parce que le temps qui nous est imparti est limité et je pense qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, étant donné que vous êtes à peu près 400 personnes inscrites pour ce premier webinaire. Alors, je suis Yahya Hachem-Samini, directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette première session de ce cycle de webinaire. Alors, en guise d'introduction, peut-être vous dire pourquoi est-ce qu'on a organisé ce cycle. Depuis assez longtemps, il y a toute une série d'évolutions qui n'étaient pas sans poser question et qui continuent encore de poser question dans le champ de l'aide et du soin. Des évolutions qui ont été plus marquées du côté des psychologues, étant donné que la profession des psychologues est aujourd'hui en pleine évolution sur le plan législatif et organisationnel du côté du fédéral. Et donc, on s'est rendu compte d'une multiplicité de législations qui venaient préciser des éléments en matière de déontologie ou de secret professionnel. Et cette multiplicité rendait, pour les praticiens d'aujourd'hui, la recherche d'informations et de solutions plus complexe à effectuer. Donc, nous nous sommes dit, un premier élément serait de pouvoir rassembler un peu les données et permettre aux uns et aux autres de savoir vers quoi se tourner quand on aborde ces questions. Le deuxième constat, c'est qu'il y a eu une évolution dans les notions autour du secret professionnel, en particulier avec la notion de secret professionnel partagé qui est de plus en plus mobilisée par une série d'acteurs, y compris sur le plan politique, ce qui n'est pas sans poser des questions et des interpellations. Nous avons aussi un autre phénomène qui est en train d'arriver à grands pas dans le champ de l'aide et du soin, c'est la numérisation, qui vient également transformer les pratiques et les priorités telles qu'elles étaient organisées jusqu'ici. La question du rapport à l'écrit, la question du rapport aux données, la question du rapport à la parole, autant d'éléments qui sont en train de se transformer sous nos yeux et qui s'immiscent dans les différents lieux de travail qui sont les nôtres. Un autre constat en lien avec le précédent, c'est la montée d'un discours sur l'efficacité, où le dossier du patient devient un moyen, un outil de communication entre professionnels dans un réseau qui est de plus en plus large et souvent de plus en plus indéfini. D'où la nécessité, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de connaître les règles en vigueur, ces règles qui s'appuient non seulement sur de la législation, mais aussi sur des éléments de jurisprudence ou des interprétations par des acteurs officiels. Un devoir de déconstruction que nous aimerions entamer à travers ce cycle de webinaire, déconstruire les représentations que nous pouvons avoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, déconstruire les représentations par rapport au dossier écrit, par rapport à la déontologie, par rapport au patient lui-même, au travail en réseau. Ce sont autant d'éléments qui vont nous permettre de mettre à nu les enjeux sous-jacents qui sont parfois présents malgré nous dans une série de dispositions ou une série de débats que nous pouvons avoir. Et effectivement, le mot débat est un mot important pour nous puisque nous espérons que ce cycle de webinaire soit en fait un point de départ pour des discussions entre professionnels au sein d'un même service, d'une équipe, au sein d'un même champ, mais aussi entre secteurs, puisque nous avons pas mal de choses à partager sur ces questions-là et que
notamment la notion de secret professionnel partagé, ce sont des notions qui se jouent entre nous de façon intersectorielle. Ce cycle de webinaire a été imaginé à partir d'un groupe de travail qui existe au sein de la Ligue depuis plus de 2 ans et qui rassemble, outre la Ligue et le CRESAM, plusieurs fédérations du côté des centres de planning familial, des praticiens, des représentants d'associations professionnelles, essentiellement psy, comme l'UPSI-BUPSI, l'APPPSI, et également des responsables hospitaliers, toute une série de personnes qui jouent un rôle direct ou indirect sur ces questions-là. Et c'est ce groupe qui a imaginé la mise en place de ce webinaire avec des éléments de contenu, le choix des intervenants, etc. Et donc, j'en profite ici pour les remercier toutes et tous pour cet apport qui est extrêmement précieux et qui continue dans les semaines à venir. Alors évidemment, le Covid est passé par là. Au départ, nous avions imaginé une journée du côté de Namur pour pouvoir rassembler un grand nombre de personnes issues de Bruxelles et de Wallonie. Et voilà, les événements ont fait que ce séminaire, comme tant d'autres, a dû revoir ses modalités de fonctionnement. Et donc, nous nous sommes reconvertis sous format d'un webinaire qui se veut ouvert, transsectoriel, transrégional, mais qui reste autant que possible ancré sur les questions de santé mentale. C'est le point de départ, ce qui ne veut pas dire que les questions qui agitent le champ de la santé mentale sont exclusives à celui-ci, que du contraire, mais pour nous, la question de la santé mentale était pour nous le point de départ du fait d'un constat, qui est que de plus en plus souvent, dans l'évolution de toute une série de réglementations qui entourent la santé mentale, on s'appuie sur la santé somatique. Et un des éléments qui nous avait animés dans les premières réunions du groupe de travail sur la confidentialité à la Ligue, c'était justement de pointer le fossé ou les écarts qui peuvent exister entre santé somatique et santé psychique, du fait qu'on n'est pas avec des éléments qui puissent être matériellement objectivables. On travaille avec du relationnel, avec des émotions, avec du vécu. On travaille dans l'intersubjectivité. Donc, autant d'éléments qui viennent nourrir un devoir d'exigence encore plus important quant au positionnement du professionnel vis-à-vis de ce que le patient lui confie, lui donne, et par rapport à ce qu'il pourrait en dire lui-même en tant que professionnel vis-à-vis d'autrui. Voilà, en guise d'introduction générale, je vais entrer ici sur la question des détails techniques. Ce webinaire est enregistré et donc l'enregistrement sera mis en ligne sur le site web de la Ligue et sur celui du CRESAM dans les jours ou semaines à venir, le temps pour nous de faire en sorte que cette vidéo soit correctement traitée et rendue accessible. Comme vous êtes très nombreux à vous être inscrits et qu'à l'heure actuelle, vous êtes plus de 150, mais nous avons 400 personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire, nous avons pensé que le plus simple à gérer en matière d'échange, c'est d'abord de laisser les membres du panel pouvoir dérouler leurs interventions. Et puis, dans un deuxième temps, vers 13h25, 13h30, de pouvoir procéder aux échanges. Alors, de façon à éviter des problèmes d'accessibilité vocale, etc., nous vous proposons de passer par l'écrit. Et donc, si vous allez en bas de votre écran, vous avez Q et R, questions et réponses. Nous vous invitons en fait à poser vos questions à travers ce canal-là, de façon à ce que deux de mes collègues que je salue, Samira et Natacha, et que je remercie vivement, deux de mes collègues puissent les rassembler et les faire parvenir vers moi-même en tant qu'animateur, et je les dispatcherai auprès des différents membres du panel. En fonction du nombre de questions, s'il y a énormément de questions, on essaiera évidemment de rassembler celles qui
se ressemblent, vous avez aussi la possibilité de voter pour certaines questions. Donc, si vous voyez qu'il y a une question que vous souhaitiez poser qui a déjà été posée par quelqu'un d'autre, vous pouvez cliquer sur le petit pouce et de cette façon, nous avons aussi une indication sur « tiens, cette question intéresse un grand nombre de personnes ou pas ». Alors, je vois qu'il y a dans les messages, au niveau de la discussion, des problèmes de connexion. Ça, ce sont effectivement les limites de l'outil. Nous essayons de faire en sorte d'utiliser des outils qui, de notre côté, assurent une certaine stabilité dans le fonctionnement, mais il se peut que ça lag par moment. De toute façon, l'enregistrement permettra aux uns et aux autres de se replonger dans le contenu de nos échanges. Sachez également que les textes des différents intervenants seront également mis à disposition. Donc, les PowerPoint ou les textes rédigés par les uns et les autres, pour ce webinaire comme pour les autres, seront joints à la vidéo lorsque la mise en ligne sera effectuée. Je tiens aussi à vous avertir qu'il y a eu un changement de date par rapport à l'organisation initiale des webinaires. Nous avions un second webinaire qui était prévu pour la fin de ce mois. Il a été postposé au mois de novembre, de façon à permettre à certains intervenants, dont le président de l'Ordre des médecins, M. de Gemep, de pouvoir y participer. Et donc, il y aura une date prévue en avril qui est encore à définir. Toutes les informations sont disponibles sur notre site web www.lbsm.be pour Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à notre premier invité, Luciano Wink, que je salue chaleureusement et que je remercie pour sa présence. Luciano Wink est juriste, criminologue, procureur général honoraire et président de la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse. C'est quelqu'un qui est assez connu pour celles et ceux qui suivent les questions de secret professionnel dans le champ de l'aide et du soin, puisque depuis de nombreuses années, Luciano Wink a commis toute une série d'articles sur ce sujet, notamment un qui est régulièrement mis à jour sur la question du secret professionnel partagé. Lucien, à vous la parole et merci encore. Merci beaucoup, Yaya, pour cette introduction. Puisque tu parles de partage, je vais commencer par partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce que, de mon côté, vous voyez bien mon visible? Oui. Ok. Merci. Alors, allons-y parce que le temps est limité. Donc, une seconde d'arrêt peut-être sur cette dia de garde le titre qui indique de quoi nous allons parler. Donc, on va, la journée, ou plutôt ce midi, est consacrée essentiellement à la question du partage autour du secret, et en du dossier et en particulier autour du dossier électronique. Mais on fera un petit détour par les principes et fondements généraux du secret professionnel et du secret partagé pour voir comment ceux-ci, à quoi il faut être attentif par rapport à ceux-ci dans le cadre de la gestion de dossiers, en particulier de dossiers électroniques. Alors, vous remarquez que j'ai écrit quelles conséquences pour le dossier du patient. Et en préparant en fait cette intervention, je me suis rendu compte que dans les textes, il y avait des hésitations. Et ce n'est pas à des professionnels de la santé mentale que je dois évidemment apprendre à quel point le choix des mots est important. Et donc, j'ai constaté que si moi, spontanément, j'ai écrit dossier du patient, peut-être parce que dans le champ de la santé en général, je suis plus susceptible d'être du côté du patient que du côté du soignant. Mais j'ai constaté que dans les textes, parfois, c'est dossier patient, parfois, c'est dossier de patient. C'est un peu ambigu et sans doute que, en soi, déjà, ça mériterait une réflexion, mais que nous n'aurons pas le temps de mener ce midi. Je passe rapidement sur cette petite dia d'avertissement classique avec les références bibliographiques auxquelles Yaya a fait allusion. Et pour en venir au plan de l'exposé, donc vous voyez, petit détour par le cadre général du secret professionnel avec un temps d'arrêt
sur le secret partagé pour ensuite en venir au cœur de ce midi, le dossier du patient, quel partage de données. Avant d'avoir des bases légales, le secret professionnel en général, dans le champ de la santé mentale, de la santé, du travail social en général, a eu des bases déontologiques. Et vous voyez que ça remonte bien loin, puisque ça remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec le fameux serment d'Hippocrate, qui déjà consacrait le principe du secret professionnel. Je vous ai là indiqué les références dans les différents codes de déontologie du champ de la santé mentale et du travail social, de l'aide aux personnes qui sont pertinentes par rapport à cette question du secret professionnel. Ces codes de déontologie, ils sont vraiment importants, enfin vous les connaissez, mais on ne soulignera jamais à quel point il est important de s'en imbiber véritablement. Ce sont des repères importants pour l'identité professionnelle, alors pas par rapport à, parce que le mot identité, je commence à hésiter à l'utiliser parce qu'il est parfois utilisé dans un sens de repli identitaire, ce n'est pas du tout ça l'esprit. Ici, ce que je veux dire, c'est que les codes de déontologie sont en quelque sorte les balises qui permettent aux professionnels de voir s'ils ne sont pas en train de dériver vers des routes qui ne sont plus celles propres à leur profession. Voilà, le travailleur social et le policier sont deux personnes qui jouent un rôle important dans la société. Il n'y a pas de plus grande noblesse d'un côté ou de l'autre, mais si l'un commence à se mêler de ce qui est le rôle de l'autre, alors là, les choses dérapent. Et donc, si à un certain moment, un professionnel se dit « mais par rapport à ce pourquoi je suis sollicité, ce qu'on me demande de faire, etc., je ne suis plus dans les lignes, dans les balises du code de déontologie, alors c'est peut-être que ce qu'on me demande de faire relève d'un autre métier qui a sa noblesse et son importance sociale aussi, mais qui n'est pas le mien. C'est en cela que j'insiste sur cet aspect d'identité professionnelle. Alors, le secret professionnel, là-dedans, c'est un aspect. Il y a évidemment d'autres grands principes généraux de la déontologie des intervenants du secteur médico-psychosocial que j'ai là, peut-être d'une façon qui n'est pas exhaustive, repris. Mais au fond, le secret professionnel, il est un petit peu lié à tous ces autres principes qui sont rappelés là, et au fond, tout tourne autour de la question du respect. C'est aussi une question de respect que de respecter, c'est le cas de le dire, le secret professionnel dans le cadre d'une relation professionnelle avec un patient, un bénéficiaire de l'aide, etc. Et il se trouve qu'à un certain moment, et dans notre système juridique, c'est vers 1810, au moment où le code Napoléon, le code pénal de l'époque où nous faisions partie de l'Empire, ou de ce qui a précédé l'Empire, la Belgique nous étions des départements français, et bien donc vers cette époque-là, 1810, le législateur a trouvé nécessaire, à regret, quand vous voyez les travaux préparatoires de l'époque, il y a des formules lucides, ben c'est quand même bien dommage, mais il ne s'exprimait pas tout à fait comme je l'exprime maintenant à l'époque, qu'il faille légiférer sur le secret professionnel alors que cela devrait aller de soi. Mais donc le législateur est intervenu et nous avons maintenant dans le code pénal belge qui date lui de 1867 un article 458 qui est directement inspiré de celui du code Napoléon de 1810 et que vous avez sous les yeux. Alors, c'est comme on rédigeait les textes à l'époque, c'est-à-dire que c'est assez général, il a un peu évolué au fil du temps et c'est un petit peu alourdi. Et donc, il faut évidemment, par rapport à certains concepts, aller un petit peu plus loin par rapport à qui est tenu au secret professionnel, qu'est-ce qui est secret. On va très rapidement préciser tout cela, mais vous avez donc là sous les yeux la base légale qui est en quelque sorte une base à l'envers, c'est-à-dire que le législateur n'a pas dit le médecin est tenu au secret professionnel. Le législateur a dit le médecin qui viole son secret professionnel, qui est quelque chose qui était considéré comme évident, est punissable des peines que vous voyez là, s'il le fait en tout cas en dehors des exceptions prévues par la loi. Et donc, il est important de souligner qu'avant d'être un droit,
que peut, dans certaines circonstances, invoquer un professionnel. Avant d'être un droit, le respect du secret professionnel, c'est un devoir. C'est donc bien l'obligation de garder le secret, puisque la violation de ce secret, en dehors des exceptions légales, est punissable, comme on l'a vu. Donc, chose très importante et pratique également dans le quotidien, je dirais, du vécu des intervenants du secteur de la santé, du secteur de l'aide en général, le principe est toujours de garder le secret. Parler est l'exception. Donc, face à une situation de doute, on part du principe « je ne parle pas, je ne donne pas l'information pour laquelle je suis sollicité. Après, je peux réfléchir. Je suis peut-être dans une des exceptions légales qui m'autorise effectivement alors à parler. Mais on part toujours du principe qui est l'interdiction de parler, de communiquer, etc. C'est une règle d'ordre public qui est consacrée par un article du Code pénal qui en punit la violation. Il n'y a donc pas d'appréciation personnelle au sens « je trouverais que ce serait bien que », etc., des exceptions. Alors, les exceptions sont uniquement celles qui sont prévues par la loi. Il se peut que dans le cadre de certaines de ces exceptions, je puisse apprécier en tant que professionnel si je parle ou pas. Mais cette marge d'appréciation personnelle n'existe que si je suis dans une des exceptions prévues par la loi. Exemple, le témoignage en justice. Si un professionnel est convoqué devant un juge d'instruction, une cour, comme témoin, entendu sous serment, il peut parler, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc, il va avoir une marge d'appréciation personnelle, je parle ou pas, mais parce qu'il est dans le cadre d'une des exceptions prévues par la loi. Autrement dit, on n'invente pas chacun parce qu'on trouve que ce serait peut-être intéressant, ce serait peut-être bien, etc., des exceptions qui ne sont pas prévues par la loi. Alors pourquoi cette règle et pourquoi ce niveau normatif, une règle d'ordre public sanctionnée par des peines en cas de violation? Eh bien, au fil du temps, ça a un petit peu évolué aussi. À une certaine époque, on parlait surtout de la protection de la réputation des personnes. Aujourd'hui, finalement, on dit un petit peu la même chose en parlant de protection de la vie privée des personnes concernées. Donc ça, c'est un des fondements importants du secret professionnel, dans le champ de la santé en particulier. Mais il y a deux autres aspects qui sont tout aussi importants. C'est la question de l'accès aux soins, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait un frein pour quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aurait besoin de soins, d'aller trouver un professionnel de crainte que ça va s'ébruiter ou peut-être la police sera au courant, que sais-je, etc. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. L'autre, c'est la protection du secret professionnel en tant, en quelque sorte, qu'outil de travail du professionnel, en particulier du travail social ou de la santé mentale, la relation de confiance étant un élément indispensable pour pouvoir travailler. Ça, vous le savez bien, évidemment, mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que vous n'êtes pas les seuls à le savoir, c'est que dans les plus hautes sphères des juridictions de notre pays, on le sait aussi. Ainsi, la Cour de cassation, depuis longtemps déjà, et on est une époque où ce n'était pas innocent du tout parce que l'interruption volontaire de grossesse n'était pas encore partiellement dépénalisée quand les affaires auxquelles sur lesquelles la Cour de cassation a se prononcer en 92 notamment ont éclaté. Eh bien, la Cour de cassation a voulu rappeler dans cette hypothèse-là qu'une femme qui avait avorté devait pouvoir, dans la clandestinité par la force des choses à l'époque, devait pouvoir recourir à des soins professionnels en toute sécurité, sans craindre d'être dénoncé, qu'il y ait des suites judiciaires, etc. Donc, ça, c'est le contexte de l'époque. Je crois que ça reste quelque chose de tout à fait pertinent. Donc là, c'est cet aspect accès aux soins. Et puis, vous avez des interventions tout à fait récentes de la Cour constitutionnelle sur la question du principe de la protection de la vie privée, comme vous le voyez là, mais aussi la question de la condition sine qua non pour que s'instaure un lien de confiance entre le détenteur du secret et la personne qui se confie, a dit la Cour constitutionnelle, et elle ajoute
Seul ce lien de confiance permet au détenteur du secret professionnel d'apporter utilement une aide à la personne qui se confie à lui. Donc vous voyez que par rapport à ces valeurs qui animent le secteur de la santé mentale, en plus haut lieu au niveau des juridictions de notre pays, ça a été compris, ça a été consacré, et notamment ici par ces arrêts récents de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a annulé une partie d'une loi qui imposait une obligation de dénonciation à des travailleurs sociaux en matière de lutte contre le terrorisme. Et dans une autre, ça c'est l'arrêt de 2019, dans un autre arrêt de 2021, elle n'a pas annulé une autre loi qui touche aussi au secret professionnel de certains intervenants du secteur psychosocial en matière de terrorisme notamment, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle a expliqué que cette loi sur laquelle elle s'est prononcée en 2021 n'imposait pas aux intervenants du secteur psychosocial de participer à des concertations autour de ces questions-là, et quand bien même ils y étaient, de parler. Et donc, c'est parce qu'il y a toujours la possibilité dans ces cadres-là d'invoquer le secret professionnel pour ne pas parler. On est dans des cadres d'exception légale, mais il reste la liberté pour le professionnel de ne pas parler, que la Cour constitutionnelle n'a pas annulé cette deuxième loi, mais elle ne l'a pas fait en insistant beaucoup sur le fait que la relation de confiance doit pouvoir être préservée. Alors, qui est tenu au secret professionnel? Vous avez un certain nombre de professions déjà citées dans l'article 458. Il y a des professions qui sont visées dans des lois particulières. C'est notamment tout le secteur de l'aide à la jeunesse, par exemple, quelle que soit la profession. Si on est dans l'aide à la jeunesse, on est tenu au secret professionnel. Et puis, il y a ce concept de confident nécessaire, c'est-à-dire des professions qui supposent de recevoir des confidences pour pouvoir être pratiquées. C'est notamment le cas des psychologues et des travailleurs sociaux. Et puis, il y a les personnes qui exercent des fonctions auxiliaires. On l'oublie parfois, mais par exemple, la personne qui tient le carnet de rendez-vous dans un service de santé mentale, même si cette personne n'est pas psychologue elle-même ou psychiatre, elle est tenue au secret professionnel. Donc déjà, le rendez-vous, le fait de fréquenter un centre est une information couverte par le secret professionnel. Ce qui m'amène à un rapide passage sur qu'est-ce qui est couvert par le secret professionnel, parce que la loi, c'est vrai que la loi parle des secrets qui sont confiés, mais il est admis que ce n'est pas ce qui est explicitement confié, ce peut être aussi ce qui est constaté et même surpris par le professionnel dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci, comme le rappelle très clairement l'article 25 du Code de déontologie médicale que vous avez sous les yeux. Et ce sont aussi, bien entendu, des documents, des dossiers. Nous y venons. Je regarde ma montre parce que le temps passe très vite, mais Yaya, tu es le gardien du temps. Nous arrivons au dossier. Alors, un petit détour aussi par le secret partagé. Le secret partagé, ce n'est pas une exception au secret professionnel. On reste dans la sphère du secret professionnel, mais finalement, ce n'est pas organisé par la loi même, parce que ce n'est pas une exception au secret professionnel, mais ça a été considéré comme une quasi-évidence dans le monde de la santé, que par exemple, le médecin, il faut bien qu'il explique à l'infirmière quel traitement doit être administré aux patients hospitalisés, etc. C'est quelque chose qui allait un peu de soi, mais qui, au fil du temps, a appelé des clarifications. Donc, la Cour constitutionnelle s'est aussi prononcé sur une des conditions importantes pour qu'on puisse parler de secret partagé. La première, c'est évidemment qu'on est entre gens tenus au secret professionnel, mais la deuxième, c'est que les finalités pour lesquelles une information a été recueillie, une confidence a été faite dans un certain cadre, avec une finalité particulière, ça ne peut pas être trahi, donc il faut cette identité de finalité. On ne partage que ce qui est nécessaire de partager dans l'intérêt de la personne concernée, à l'exclusion de confidences faites personnellement, ça doit être respecté, même si ça peut être problématique dans le fonctionnement d'un service. Une personne ne veut pas que la confidence soit partagée, on le lui explique, mais on doit respecter le choix de la personne. Le dernier élément fondamental pour pouvoir parler de secret partagé, c'est justement que la personne concernée doit avoir donné son accord, et on y reviendra quand on parlera de dossier électronique.
L'article 14 du Code de déontologie des psychologues me semble très bien résumer ce que je viens de dire. Donc, vous l'avez sous les yeux, vous pourrez le relire puisque le PowerPoint sera mis à votre disposition. Ce sont les critères que je viens de vous indiquer qui se retrouvent dans cet article 14 qui est vraiment très bien rédigé. Alors, il y a au fil du temps quand même eu des interventions du législateur pour consacrer le principe du partage du secret essentiellement dans le champ de la santé. Vous avez la loi du 10 mai 2015 sur l'exercice des professions de soins de santé. Vous remarquez que ce texte met l'accent sur la demande ou l'accord du patient. Alors, une nouvelle loi va venir remplacer cette loi-là, c'est la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Et donc le nouveau texte, qui n'est pas encore en vigueur, sauf erreur de ma part, il le sera normalement en tout cas le 1er janvier 2022, sauf si le législateur reporte l'entrée en vigueur, ce qui est toujours possible. Vous voyez que là également, donc on parle de partage d'informations, de communication entre professionnels, en mettant toujours en exergue la question du consentement du patient idem en cas voilà, lorsqu'un professionnel arrête sa pratique, il faut l'accord du patient pour qu'il transmette les éléments, les informations à celui qui reprend les soins. Et nous en arrivons alors, je crois qu'il me reste une bonne dizaine de minutes, à la question du dossier, dossier patient. Quel partage de données? C'est un champ relativement nouveau sur le plan, je dirais, des débats autour de celui-là, mais vous verrez quand même qu'il préoccupe notamment l'ordre des médecins depuis fort longtemps. Alors, qu'avons-nous comme source? Parce que bon, c'est le réflexe du juriste, c'est toujours de voir qu'est-ce qu'on a comme texte qui nous donne des indications sur cette matière-là. Alors, source, on a les codes de déontologie, déjà. Vous avez vu, par exemple, l'article 14 du Code de déontologie des psychologues. Il y a aussi des dispositions dans le Code de déontologie médicale. Vous avez, je pense que c'est la première loi dans laquelle on parle du dossier patient ou du dossier de patient, c'est la loi de 2002 relative aux droits du patient, qui parle aussi de l'accès à ce dossier pour le patient lui-même, avec certaines restrictions possibles. Vous avez le fameux RGPD, tout le monde connaît le RGPD, on n'arrête pas de vous demander si vous êtes d'accord pour les cookies, etc. Le RGPD, c'est un document tout à fait fondamental pour la question qui nous occupe, puisqu'il trace des lignes directrices vraiment qui s'imposent, donc c'est du droit interne. Le RGPD, c'est un règlement européen, mais qui est d'application directe en droit belge, avec énormément de garanties sur ce que l'on peut faire avec vos données, nos données personnelles, la loi du 22 avril 2019 dont on a déjà parlé, et alors vous avez une série d'avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Alors, je ne pourrais pas, vu le temps qui m'est imparti, aller dans le détail, mais vous aurez toutes les références. Alors, bon, vous avez les codes de déontologie, ici celui des assistants sociaux, il insiste sur l'accord du client, par le client chez les travailleurs sociaux, code de déontologie médicale, on dit bien que le médecin tient un dossier à jour, on dit bien que ça peut être un moyen de communication, mais dans le respect du secret professionnel. La loi du 22 août 2002 dit que le patient a le droit à un dossier de patient, vous voyez là, soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. On dit que le patient a le droit à la consultation du dossier le concernant. Et alors, une disposition particulière concernant les annotations personnelles qui sont en tout cas tenues à l'écart d'une consultation directe par le patient. Et autour de cette question d'annotation personnelle, on n'a pas le temps d'approfondir ça ici, mais il y a quand même beaucoup de flou qui règne. Donc, en quelque sorte, elles font partie du dossier, mais d'une partie quand même à part du dossier. Pourtant, la doctrine dominante, au départ, sur la base des travaux préparatoires de la loi de 2002, tendait à dire qu'elles ne font pas partie du dossier médical, c'est ce que disait l'Ordre des médecins en 2004, mais il faut savoir qu'elles perdent le statut de note personnelle dès qu'elles sont communiquées à un autre intervenant.
Mais alors, là, l'Ordre des médecins a un petit peu changé de point de vue. En 2019, l'Ordre dit qu'elles font quand même partie du dossier. Et donc, l'Ordre appelle à la prudence, elle appelle à, dans ce qui est inscrit, qui a une trace dans un dossier, de s'abstenir de considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangère à l'anamnèse ou à la thérapeutique. Mais si on reprend la définition qui était donnée des notes personnelles dans les travaux préparatoires de la loi de 2002 et sur les travaux préparatoires sur lesquels l'Ordre des médecins s'était appuyé dans son avis de 2004, la définition de celle-ci est intéressante, des pistes de réflexion, soupçons, intuitions ou hypothèses de travail. Moi, j'ai l'impression que dans le secteur de la santé mentale, à peu près tout relève de cette définition-là, mais à partir du moment où on considère que ça fait partie du dossier et que donc cette partie n'échappe pas à un éventuel partage, on verra à quelles conditions, attention, et donc je pense que les psys doivent vraiment avoir beaucoup de mémoire pour pouvoir garder ces pistes de réflexion personnelle, etc., quelque part là, plutôt que de les mettre sur papier, avec le risque que ça soit alors aspiré par un dossier dont on verra que la question de l'accès est quand même compliquée. Alors les principes généraux du RGPD, ils sont très comment dirais-je, rassurant. Hein. Un traitement n'est licite que si la personne a consenti, ou alors s'il y a une obligation légale claire. Là, par exemple, au traitement de données judiciaires, c'est sûr que la police ne vous demande pas votre autorisation si vous avez commis un excès de vitesse pour traiter les données personnelles relatives à l'immatriculation de votre véhicule, etc. Il y a une base légale, on n'est pas dans le domaine de la santé non plus. Ou alors la sauvegarde des intérêts vitaux, c'est sûr que si un patient arrive inconscient à l'hôpital, on doit pouvoir accéder à un certain nombre de données sans avoir recueilli d'abord son consentement éclairé. Mais le principe, c'est bien le consentement, a fortiori lorsqu'il s'agit de données sensibles au sens du RGPD, dont font partie les données relatives à la santé, dont le traitement est en principe interdit, sauf voilà, lorsque la personne a donné son consentement explicite, puis des nécessités de sauvegarde d'intérêts vitaux, de médecine préventive, mais on est là quand même dans un schéma où ce qui est au cœur de la législation européenne qui s'applique dans notre pays, c'est le consentement. Même chose dans la loi du 22 avril 2019, hein, donc on vous explique d'abord dans cette loi ce qui doit se trouver dans le dossier de patient, dit-on là, c'est du patient dans le titre, c'est de patient dans le texte, le motif du contact. Ah, ça c'est évidemment déjà très sensible, surtout dans le domaine de la santé mentale, antécédents personnels ou familiaux, compte rendu des entretiens de concertation avec le patient. Attention, pour moi, ce n'est pas les entretiens, comment dirais-je, les consultations individuelles, hein. C'est des entretiens de concertation avec le patient, d'autres professionnels de soins de santé ou des tiers. Donc, à mon avis, cette loi ne donne pas une base pour vous forcer à indiquer dans un dossier le compte-rendu de vos séances de psychothérapie. Voilà, hein, mon point de vue peut évidemment être contesté, mais vous devez indiquer le motif du contact et la problématique. Ça, c'est déjà évidemment beaucoup et très sensible. Le diagnostic. Et alors, cette loi de 2019 dit aussi qu'à une date qui reste à fixer par le roi, ce dossier devra être conservé sous une forme électronique. Alors là, ça devient aussi particulièrement sensible, parce qu'un dossier papier, on en a plus ou moins le contrôle, on peut le mettre sous clé, un dossier électronique, ça part très vite. Que dit-on à propos du dossier électronique, du dossier en général, dans cette loi? Eh bien, c'est de nouveau la question des accès, etc. Tout tourne autour du consentement éclairé du patient. Le patient peut exclure certains professionnels du partage. Le roi peut, dans ses arrêtés d'application, définir les modalités relatives à ce consentement. Les modalités, c'est donc comment on l'exprime, mais aussi comment éventuellement on le limite. Hein. On peut compartimenter un dossier, donner son consentement pour le partage avec certains professionnels de certaines données et le refuser pour d'autres. En tout cas, en théorie, ça devrait être possible. C'est ce qu'indique ici
l'alinéa 2 de l'article 37 de cette loi de 2019 par rapport à la possibilité donc pour le roi de désigner des catégories de professionnels qui, malgré le fait qu'ils entretiennent une relation thérapeutique avec le patient, n'ont pas accès à l'échange des données visées. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Vous le voyez aussi ici dans cet article 38. Hein, donc on rappelle aussi des principes de base, hein, le respect de la finalité, la nécessité. Hein, donc c'est la différence entre nice to know et need to know. On est ici dans le need to know. L'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé. Votre dentiste n'a pas nécessairement besoin pour soigner une carie de savoir ce que vous avez raconté au psychiatre, au psy, etc. Donc on est vraiment dans un principe de limitation. Alors, évidemment, en cas d'urgence, bon, voilà, on ne va pas s'attarder, on a compris. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'article 40 qui donne des garanties aux patients qui doivent pouvoir contrôler. Mais qui a eu accès à mes données? Ça, c'est évidemment une garantie importante. C'est un des principes de base aussi du RGPD, c'est de pouvoir consulter ses propres données et savoir ce qu'on en a fait, comment elles ont été traitées. Alors, cette loi doit encore recevoir des arrêtés d'application. Et dans le cadre de la préparation de celle-ci, et j'en profite pour saluer et remercier Geneviève Monnoy parce que c'est elle qui a trouvé ce qu'elle appelle des pépites. Et effectivement, ce sont des pépites, ce sont les avis de l'autorité de protection des données. Il y en a plusieurs, et il y en a un en particulier qui date de 2019, qui a été rendu à la demande de la précédente ministre de la Santé. Alors, vous voyez que l'on dit très clairement qu'il doit y avoir un encadrement, une limitation du droit d'accès, tant dans les arrêtés d'exécution que dans la manière dont ceux-ci vont être appliqués sur le terrain. Vous savez, c'est ces petits formulaires qu'on vous fait signer quand vous entrez à l'hôpital. Vous êtes déjà un petit peu nerveux parce que vous allez vous faire opérer ou subir un examen pas très agréable. On vous fait signer des tas de trucs, on vous donne une petite carte d'accès, que c'est. Et puis, dans ce que vous avez signé, il y a peut-être l'autorisation du partage de vos données. Donc, ça ne va pas. Il faut un consentement éclairé. Hein, et donc, l'autorité de protection des données dit il faudra préciser la finalité, les modalités d'accès et d'exclusion, possibilité d'exclure, d'autoriser nominativement des professionnels. Il faut que la notification de tout cela se fasse moyennant un consentement éclairé et que le patient moyen, attentif, moyennement formé puisse savoir de quoi il retourne. Et vous voyez ici, ça c'est toujours le même avis hein, de l'autorité de protection des données. L'autorité de protection des données, c'est ce qu'on appelait auparavant la commission de protection de la vie privée, donc c'est devenu autorité de protection des données depuis l'entrée en vigueur du RGPD. On parle de préciser la concrétisation, la granularité du consentement. C'est un beau terme, la granularité du consentement. Donc, on dit bien que le patient doit pouvoir dire oui, ok, pour ceci, pas pour cela, ok, tel type de données, pas tel autre, etc. Maintenant, ça c'est la théorie, où évidemment ça devient plus délicat, c'est la pratique. Alors, l'Ordre des médecins se préoccupe de cette question, vous le voyez déjà depuis presque 20 ans. Hein. Déjà en 2004, l'Ordre des médecins avait compris qu'on commençait à parler de dossiers électroniques, il y aurait des enjeux, hein, et a déjà dit à ce moment-là, attention au secret professionnel et la relation de confiance médecin-patient sont en jeu. Alors, il y a des avis plus récents, vous les lirez, ils sont disponibles sur le site de l'Ordre des médecins, et tous ces avis mettent l'accent sur la nécessité du consentement du patient et le respect de son autodétermination, qui est un principe fondamental au cœur de la déontologie médicale. Alors finalement, quel partage de données, et je conclus, mon temps de parole est d'ailleurs expiré, eh bien, c'est que finalement, l'accès au dossier, qu'il soit en papier ou que ce soit un dossier électronique, n'échappe pas aux règles habituelles en matière de partage du secret professionnel. On reste toujours autour de ces questions de finalité, de consentement, de nécessité, donc le principe finalité, accès limité à des personnes également soumises au secret professionnel, consentement du patient,
ce sont toujours les lignes directrices. Donc, là, je prends une petite casquette de juriste. Les bases légales, elles existent pour garantir ces principes. Nous les avons vus. Et donc, finalement, les enjeux majeurs, et sans doute que les orateurs qui parleront après moi vont en parler, les enjeux majeurs se situent plus au niveau de la manière dont concrètement ces principes de droit vont être appliqués. Et donc là, la plus grande vigilance va évidemment s'imposer parce que, comme j'aime bien le dire en termes de conclusion, pour qu'une parole se libère, il faut qu'il y ait ce cadre qui garantisse le secret nécessaire pour la relation de confiance. Et donc, finalement, cette formule un petit peu paradoxale, mais que j'aime bien, c'est une loi du silence qui libère la parole. Je vous remercie. Merci à toi, Lucien, pour cet exposé clair et dans les temps relativement bien impartis. Je vais tout de suite céder la parole à Geneviève Monnoy, qui est psychologue, psychothérapeute. Geneviève est un témoin et une actrice privilégiée de toute une série d'enjeux autour de la déontologie et du secret professionnel, puisque elle est donc membre du comité d'éthique et de déontologie de la PPPSI. Elle est aujourd'hui membre du conseil en appel auprès de la commission des psychologues et elle a été fort active autour du code de déontologie des psychologues. Geneviève, à toi la parole. Merci Aham, merci à la Ligue, merci à tous les collègues aussi du CRESAM. Merci Monsieur Nguyen pour cette somme de travail énorme. Et ce que j'admire chez vous, chaque fois, après une grosse brique comme ça, depuis 2001, vous répétez quelque chose d'important pour nous, la question du cadre. Il faut que je retrouve ce que vous dites, mais bon, pour le moment, oui, voilà. Vous avez écrit en 2012, mais peut-être déjà dans vos précédentes versions, vous avez écrit, toujours en chute d'une grosse brique, dans le débat autour du secret professionnel, la question centrale est le plus souvent que doit faire un professionnel avec une confidence reçue. Il nous paraît nécessaire de poser aussi la question: quel est le cadre qui permet que des confidences se passent? Alors aujourd'hui, le titre de mes 15 minutes, c'était l'intimité menacée, quelques rambardes. L'intimité menacée surtout actuellement par cette exigence de dossier patient informatisé, même s'il y a consentement éclairé, c'est pas si simple que ça. Et les rambardes, c'est à la proue d'un navire, c'est ce qui protège la navigation, c'est ce qui protège les intempéries. Donc, les rambardes, ça va être tout ce qui nous sert de balise. Je ne sais pas si ces balises sont européennes. Ça m'intéresserait de savoir si d'un pays à l'autre, ça peut fonctionner de la même chose. Il y a bien sûr, je ne vais pas répéter le secret professionnel, la double finalité du secret professionnel. Je nommerai quand même le 458 bis qui demande le respect de l'intégrité psychique. J'ai rencontré une personne qui a dû faire des séjours en hôpital psychiatrique. Un professionnel avait trahi un secret. Elle en a fait une rechute grave dans la maladie. C'était son intégrité psychique qui avait été attaquée et fractée. Alors, il y a les codes de déontologie qui ont tous un dénominateur commun. Il y a la loi relative aux droits du patient. Moi, je retiens de cette loi, c'est qu'elle remet le patient au centre du processus de soins. Et par contre, je trouve que dans la loi de 2019, pour faire plus court, cette remise en présence, en situation du processus de soins, c'est le patient qui est autonome, eh ben, c'est un peu remis en question. Les accès sont discutés par l'extérieur. Moi, c'est surtout l'article 36 qui me fait peur.
même s'il a le consentement éclairé, les accès à son dossier c'est un renversement de perspective. Avant, c'était le patient qui pouvait dire « je donne cette information avec tel ou tel professionnel et je le donne à tel ou tel professionnel ». Maintenant, c'est tous les professionnels qui, sauf si on en limite quelques-uns, c'est tous les professionnels qui auront accès et pour le moment, c'est à l'entièreté du dossier. Là, je trouve que quand je parle d'intimité menacée, je trouve qu'il faut vraiment faire attention. Bon, le secret professionnel, c'est non seulement une obligation, pour nous, c'est une condition sine qua non. Alors, mon projet aujourd'hui, c'est de vous parler des origines du code de déontologie parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Pierre Nederland depuis 1995. Mon projet, ce sera après de parler de la spécificité de la santé mentale. Il y aura quelques petites vignettes cliniques pour vous montrer que, mais comment est-ce qu'on peut mettre ça avec un cochage de pré-information déjà encodée. Pour moi, ça n'est pas possible. Je voudrais aussi souligner que la temporalité est importante. J'en parlerai après. Et puis, on viendra à quelques questions, en tout cas, concernant qu'est-ce qu'une donnée pertinente. Voilà, les origines du code. En 1995, la charte de la Fédération européenne des associations de psychologues se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, respect de la vie privée, de la dignité humaine. Je vous lis le premier paragraphe de cette charte. On revient au respect. Le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique. Il assure la confidentialité de l'intervention, important quand même. Il assure la confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à transmettre des éléments de son intervention. Bon, c'est une charte qui a été signée en 1995 avec tous les représentants des pays membres, il y en avait 27 à l'époque, et cette charte avait 4 têtes de chapitre. Le respect des droits humains, la compétence du psychologue, sa responsabilité et l'intégrité. À partir de cette charte, jusqu'en 2010, nous avions travaillé et à partir du code qui avait été élaboré par la commission de déontologie de la Fédération belge des psychologues et une mise en commun de tous les autres codes européens, nous avons tenté d'écrire un code qui s'articulait à ces 4 principes. En 2012, de 2012 à 2014, sous le ministre Laruelle, nous avons, avec l'aide d'un juriste qui vérifiait si on ne dérogeait pas au code pénal, nous avons retravaillé ces articles-là. Il faut savoir que tous les représentants des psychologues des 4 secteurs de la psychologie étaient présents. Les associations professionnelles reconnues étaient présentes et que donc, en 2014, avait été reconnu le secret professionnel comme valeur transversale pour tous les secteurs de la psychologie. Bon, il se fait que par un étrange hasard, lorsque ce code est paru au Moniteur, il y a eu une petite distraction qui s'est infiltrée. Au lieu d'avoir la possibilité de témoigner et de dénoncer, nous étions obligés. C'est l'article 12 pour lequel nous avons tant tempêté. Il a fallu 4 ans pour éliminer ces petites distractions. En 2018, heureusement,
tous les articles qui concernaient le secret professionnel ont été éliminés pour être remplacés par une référence au code pénal. Il faut savoir que c'est non seulement notre identité professionnelle qui a pu être restaurée, mais c'est aussi la confiance avec les autres professionnels des équipes pluridisciplinaires. Il faut savoir que certaines équipes, pas toutes heureusement, certaines équipes nous battaient froid puisque nous étions obligés de dénoncer pourquoi est-ce qu'ils auraient encore poursuivi une collaboration avec nous. Donc, merci à tous ceux qui nous ont aidés quand même à faire que ce code en 2008 soit restauré. Voilà, j'ai quelques questions aussi à ce niveau-ci. J'ai une question qui concerne le secret professionnel d'ordre public. Donc, moi, je pensais que d'ordre public, c'était au-dessus et du professionnel et au-dessus du patient. Mais est-ce que cette notion secret professionnel d'ordre public n'est pas un peu égratignée quand on dit « oui, mais le patient peut consentir ou bien peut refuser ». Donc, c'est quand même le patient qui devient un petit peu maître de ce secret professionnel. Il n'empêche que je suis très favorable au consentement du patient, mais c'est une question. Voilà. Peut-être que mon exposé vous fera croire que je n'ai pas, j'ai un a priori défavorable aux pratiques de réseau. Il n'en est rien. Certains patients doivent être aidés à demander de l'aide. Les pratiques de réseau ont leur raison d'être. Mais il se fait que moi, je travaille avec d'autres patients qui consultent par eux-mêmes. Et bon, vous verrez avec mes vignettes, voilà, je trouve que nous devons insister sur la diversité des êtres humains qui fait que la diversité des pratiques doit être prônée. Nous ne pouvons pas faire une seule loi, une seule convention avec l'INAMI. Les êtres humains sont différents et nous devons travailler différemment avec les différences des êtres humains. Voilà. Il y a des êtres humains qui ont une intimité déjà bien assise et c'est pour eux assez aisé de venir en parler, quoique, je vais vous montrer que ce n'est pas si simple. Mais il y en a d'autres qui, l'intimité, le fort intérieur, tout ça est très flou. Ils ont besoin d'un harnais, ils ont besoin d'un filet thérapeutique, ils ont besoin qu'on les aide. Il n'empêche que dans cette aide partagée, dans ce filet thérapeutique, il peut se faire qu'ils disent quelque chose de leur intimité et que ça ne peut pas être partagé. Dans tous les codes de déontologie, il est dit pour chaque professionnel, non, il était dit, pardon, ça évolue dans le temps, il était dit que les confidences ne faisaient pas partie du partage. Je crois que nous devrions revenir à cette idée-là, c'est que les confidences qui concernent l'intimité doivent être respectées. Geneviève, il reste encore 2-3 minutes. Ah non, c'est pas possible. Le temps file, malheureusement. Oui, bien. Ben alors, je ne pourrais pas vous expliquer comment Madame B m'a montré que quand on vient avec un symptôme, eh ben, le symptôme évolue dans le temps. Et quand on vient avec des difficultés, notre réaction, nous devrons écrire un dossier patient informatisé, nous devrons mettre un diagnostic et c'est pas possible parce que ce diagnostic évolue dans le temps. Je vous rappelle aussi la commission, le Conseil supérieur de la santé qui en 2019 a bien cerné la spécificité de la santé mentale. Je n'ai pas l'occasion de le dire, mais je voudrais aussi étoffer la phrase de M. Nguyen, la loi du silence libère la parole. Je l'apprécie beaucoup, mais pour nous, dans notre pratique, c'est en plus de la loi du silence, c'est faire silence sur toutes les solutions que nous pensons pouvoir apporter. C'est le patient qui arrive à trouver sa solution et c'est le patient qui, quelquefois, après 1 ou 2 années de consultation, viendra dire pour la première fois un viol ou quelque chose
dont il a été victime une quarantaine d'années avant, c'était Madame B, je voulais expliquer tout ça, elle est parvenue à le dire après 60 ans et tous les symptômes de procrastination dont elle m'avait parlé, que j'aurais peut-être dans un dossier informatisé coché en disant obsessionnalité, méticulosité, procrastination, eh bien cette madame, elle est partie avec un tas de projets dans sa vie. La deuxième vignette était une petite fille. Et quand je pense à cette petite fille, Amandine, dont j'ai parlé en 2015, quand je pense à elle, je me dis, eh ben, ce qu'elle a dit de son papa, à savoir qu'il avait eu des attouchements sexuels, où elle a dit par après que c'était pas vrai, que c'était pour, elle l'a pas dit comme ça, mais que c'était pour soutenir sa maman qu'elle sentait un peu plus faible. Eh ben, à l'heure actuelle, tout ce qu'elle a dit serait encore indiqué dans son dossier. Ça veut dire que cet enfant est peut-être marié maintenant, son compagnon peut, avec la carte d'identité, aller voir son dossier. Je suis inquiète pour tous les patients, enfants, dont les parents peuvent lire ce qu'ils ont dit, surtout dans les expertises droit de garde. Bref, il paraît que je dois continuer. Je ne sais pas vous parler de la labilité des symptômes plus en profondeur, mais je me demande pourquoi faut-il médicaliser toutes les situations existentielles? Les personnes qui nous consultent ne sont pas nécessairement des malades. Même cette personne, Madame B, qui est venue avec, j'aurais pu mettre un diagnostic obsessionnel, mais non, c'était autre chose qu'il y avait derrière ça. Alors pourquoi sommes-nous obligés de rigidifier ainsi des données? Pourquoi serons-nous? Je trouve que les psychologues qui accepteront de remplir des dossiers avec des cases préinformatisées devraient s'appeler autrement que les personnes qui reçoivent et qui écoutent et qui laissent la personne faire son chemin. Un autre titre pour l'exposé d'aujourd'hui était que le chemin le plus court de soi à soi passe par l'autre. Ben oui, pour que les personnes puissent prendre conscience de leur intimité qui quelquefois est encore inconnue, ben, ils doivent en passer par un autre. Et c'est un autre, ce n'est pas une équipe pluridisciplinaire. Comment est-ce que vous parleriez, vous, à quelqu'un qui vous dit d'entrée de jeu, ah, c'est très bien madame, vous pouvez dire tout ce que vous pensez, mais je devrais partager avec l'équipe. Mais moi, si on me dit ça, je me tais, et vous? Bien, je crois que j'ai à peu près tout dit et que je voudrais bien surtout entendre, non, je n'ai pas tout dit, mais je voudrais surtout entendre M. Logno qui va parler de la question du sujet. Et je te remercie, Geneviève, pour cette excellente transition et pour cet exposé qui aborde les dimensions éthiques plus profondes qui sont en jeu derrière la question du secret professionnel et du dossier. Et donc, Jean-Michel Logno, notre dernier intervenant de ce midi, philosophe, professeur à l'université de Namur, conseiller éthique sur les aspects de santé et rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica. Je pense qu'on est en plein dans le sujet. À vous, Monsieur Logno, et merci de votre présence. Avec plaisir. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai que le projet que j'avais au départ, c'était de parler de la question du sujet, mais étant donné les exposés qui me précédaient et étant donné le temps aussi qui m'était imparti, donc j'ai redressé un peu mon discours pour me concentrer sur un aspect qui vient en complément de ce qui a été dit et qui résonne assez bien avec ce que j'ai entendu, c'est la dimension éthique à proprement parler de la question du secret professionnel. Alors, je vais commencer par une petite introduction pour faire un lien avec ce qui précède. Donc, on vous a rappelé le cadre légal, finalement. Bon, voilà, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, les conditions dans lesquelles le secret s'applique. Moi, j'en retire un enseignement qui est pour dire les choses par l'autre bout que ce qu'il faut accepter en tant que professionnel, en particulier quand on travaille en réseau ou avec d'autres collègues, ce qu'il faut accepter, c'est de ne pas tout savoir.
Parce que souvent, on présente des choses par le biais, il ne faut pas tout dire, mais la contrepartie, évidemment, de ce jeu du secret professionnel, c'est évidemment par conséquent qu'en tant que psy ou en tant qu'intervenant dans le cadre de la santé mentale, je dois pouvoir accepter de travailler sans avoir nécessairement toutes les informations que j'aimerais bien avoir, même si elles ne sont peut-être pas utiles, même si, mais enfin, voilà. Et ça, c'est pas facile. Mais n'empêche que c'est cette idée qui devrait, enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est importante, c'est cette idée qui devrait être soulignée. La société organise le secret professionnel en reconnaissant par conséquent qu'il est important que la société, l'État ou les professionnels ne puissent pas tout savoir sur les individus que nous sommes. Alors évidemment, quand on entend ça comme ça, ben, vous comprenez, il y a des questions qu'on pourrait se poser qui vont au-delà de notre réunion ici, qui est, est-on encore dans une société qui accepte de ne pas tout savoir à propos des individus? Et est-ce que nous, à titre professionnel, en tant que professionnels, donc, est-ce que nous acceptons de travailler sans qu'on on ne nous donne toutes les informations que nous jugeons être utiles pour pouvoir exercer bien, pour pouvoir faire correctement notre travail? Enfin bon, donc ça c'est un premier point. Donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur le cadre légal, évidemment ça a été superbement bien expliqué. Alors, ceci étant dit, voilà ce que je voudrais raconter en quelques minutes, c'est que bien sûr, donc, le secret professionnel est une question de droit et on a intérêt à connaître parfaitement ben, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas et les lois avec lesquelles on doit bien jouer. Mais j'ai l'impression, et ça a été annoncé, hein, donc ce n'est pas un scoop, j'ai l'impression que les questions du secret professionnel sont des questions non pas tellement de droit, en tant que telles, qui offrent le cadre avec lequel on doit jouer, mais sont des questions qui relèvent de l'éthique. Alors, quand on parle d'éthique, juste dire ceci pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Donc, l'éthique, c'est pas faire de la morale, hein, ça n'a rien à voir avec ça. L'éthique commence dans votre métier lorsque, à un moment donné, vous ne savez plus quoi faire pour bien faire, lorsque vous avez une hésitation, lorsque, pour le dire autrement, l'application toute nue de la loi, donc froide de la loi, vous donne l'impression que dans ce cas particulier, vous commettriez quelque chose qui n'est pas juste. Pour vous, pour le patient, pour les collègues éventuellement, mais voilà, ça ne marche pas. Donc, pour le dire autrement, l'éthique, c'est un petit monde, un pouvoir que vous avez en tant qu'individu, en tant que personne et en tant que professionnel, où vous pouvez prendre toutes les décisions que vous estimez les plus justes possibles, quand bien même, ce n'est pas toujours vrai, mais quand bien même, ça vous amènerait à ne pas respecter votre morale personnelle, ou bien à ne pas respecter votre déontologie, ou bien à ne pas respecter la loi. Donc l'éthique, ce n'est pas comment on fait pour appliquer la loi, l'éthique, c'est comment on fait pour être juste. Quitte à ce que, effectivement, ça vous oblige à désobéir, entre guillemets, hein, à sortir de ce que normalement on fait, de ce à quoi on devrait s'attendre. Quand j'entends Madame Monod donc parler de la difficulté effectivement d'introduire dans les dossiers préformatés le travail que vous faites, eh bien de deux choses l'une. Donc si on part de ce qui a été dit, soit vous vous y soumettez en ayant l'impression de plus bien travailler, de faire quelque chose qui n'a pas de sens, mais que voulez-vous, il faut bien le faire, vous vous soumettez à la loi qui vous est imposée, ou bien vous vous demandez comment vous allez désobéir pour pouvoir continuer à faire correctement votre travail, hein, et quitte à en assumer les conséquences, évidemment. Donc, voilà un peu dans quoi on est quand on est dans l'éthique. Maintenant, n'en déduisez pas de ce que je dis ici, donc je corrige tout de suite pour ne pas que vous ayez une fausse idée en tête, ça ne signifie pas que toutes les décisions éthiques sont nécessairement des décisions qui sont contre la loi. Mais quand vous réfléchissez sur le plan éthique, vous vous donnez la liberté d'interroger la loi elle-même. Est-ce qu'elle est juste dans ce cas-ci? Si je l'applique, est-ce que je ferai quelque chose qui a du sens pour moi, pour mon patient, etc., etc. Donc, c'est cette liberté qu'on a d'interroger les choses. Dans ma pratique, moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'accompagne des professionnels. La majorité des décisions éthiques que nous prenons sont des décisions qui sont tout à fait dans le cadre de la loi. Mais n'empêche qu'on s'est autorisé à interroger la loi aussi, ou la déontologie, ou la morale personnelle. Et il y a quelques cas où la décision la plus juste a été une transgression assumée de ce que la loi pourtant commande. Donc, si vous jouez avec l'éthique, vous voyez bien, si vous introduisez l'éthique dans votre propre métier,
c'est cet espace de liberté que vous vous offrez, avec le fait que aussi on ne doit pas jouer au héros, qu'on doit tenir compte des conséquences d'une transgression, évidemment, quand on y est confronté. Mais voilà, donc c'est cette réflexion que l'on va ouvrir. Alors, concernant, une fois qu'on voit un peu de quoi on parle quand on est là-dedans, donc juste 2-3 remarques à évoquer, pour ne pas dire n'importe quoi quand même, pour essayer de garder un fil. Le souci que vous devez avoir quand vous faites de l'éthique, c'est donc non pas comme on l'entend de la part de certains médecins dans des réunions, c'est non pas comment savoir pour faire ce que la loi nous dit de faire, mais le seul fil que vous devez garder, c'est comment agir pour être juste. Une fois que vous avez ce fil-là, petite remarque, c'est que vous avez intérêt, évidemment, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi c'est important de rappeler la loi, vous avez intérêt à connaître d'autant mieux la loi pour savoir que vous transgressez la loi quand vous la transgressez. Ce qui est parfois terrible dans les réunions que j'ai avec des professionnels, c'est qu'on ne connaît pas très bien la loi, on la connaît de loin, et on n'a même pas conscience qu'on est en train de la transgresser. Et donc, évidemment, la décision éthique n'a de sens que si je connais bien la loi, et imaginons ce cas-là, j'assume en conscience, par conséquent, donc d'aller contre elle. Mais donc, ça suppose que je connaisse la loi, bien évidemment. La deuxième chose que vous devez toujours vous imposer quand vous êtes dans ces discussions éthiques, qu'il y ait ou pas transgression de la loi, c'est que vous devez être capable d'expliquer pourquoi vous pensez que ce que vous faites est juste. Il ne suffit pas de dire bah, écoutez, on a discuté, c'est comme ça, on a eu l'impression que, on le sentait de cette façon-là. Vous comprenez bien, mettez-vous dans le cas extrême, vous seriez devant un juge, le juge va vous dire, mais écoutez, vous êtes bien gentil, mais si vous ne savez même pas expliquer pourquoi vous avez assumé ce que vous avez assumé, moi je suis désolé, je suis obligé d'appliquer la loi et évidemment, je vais vous juger à partir de la loi. Donc, ne fût-ce que pour ces cas extrêmes, où éventuellement on craindrait de se retrouver devant un juge, si vous prenez vraiment ce cas-là, vous avez d'autant plus intérêt à pouvoir expliquer que dans ce cas précis, ça avait du sens de jouer avec la loi, de s'écarter un peu de la loi, voire de la transgresser carrément, parce que, et vous expliquez évidemment pourquoi, dans ce cas-ci, c'était encore la décision la plus juste hein, qu'il fallait assumer finalement. Donc, c'est ce travail d'argumentation, par conséquent, qu'il faut faire en équipe ou qu'il faut faire seul, si vous travaillez seul avec en cabinet ou que sais-je, enfin voilà. Donc, c'est ce travail qu'il faut pouvoir donc faire. Alors, c'est vrai pour le cas où il y aurait un procès, donc si vous prenez cet extrême-là pour vous mettre en situation de comprendre l'enjeu, mais ne fût-ce que pour soi-même, même s'il n'y a pas de problèmes légaux particuliers, rien que pour être au clair sur soi-même, pourquoi j'estime qu'effectivement, ça n'a pas de sens de faire ce qu'on me dit de faire et que voilà, il faut faire autre chose. Ce n'est pas illégal ce que je vais faire, mais j'ai intérêt quand même à comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Ça semble être la moindre des choses. Alors, je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais sachez qu'on pourra y revenir éventuellement. Il existe des outils qui ont été mis en place depuis des années et des années maintenant, qui ont été testés, retestés dans tous les sens. Il existe des outils qui aident les professionnels à analyser une situation éthique dans laquelle ils sont bien embêtés et qui les aident à argumenter la décision qu'ils vont prendre, en tenant compte justement de tous les paramètres, y compris de la morale, y compris de la déontologie, y compris des lois, évidemment. Voilà, il y a des outils qui existent et qui sont des outils facilitateurs. Donc, ce n'est pas des histoires abracadabrantes, c'est voilà, c'est juste d'aider à la réflexion et d'aider à l'explication d'une décision qui est un peu bizarre, qui est un peu hors des sentiers communs. Enfin, voilà, de pouvoir mettre des mots et de pouvoir donner du sens par conséquent. Donc ça, si vous voulez, on y reviendra. Ça existe, on peut l'expliquer, mais ce n'est pas tout à fait... enfin, je n'ai pas le temps, en tout cas, je préfère qu'on ait du temps pour discuter. Alors, juste maintenant, pour que vous voyez dans ma pratique, donc je vais me baser ici sur des histoires qu'on m'a racontées, juste vous donner quelques situations où il y a eu dans le champ de la santé mentale des hésitations sur ce qu'il fallait faire. Vous allez voir qu'avec les exemples que je vais vous donner, maintenant pour être un peu concret, vous allez voir que ça n'a rien d'extraordinaire, ce ne sont pas des cas avec mort d'homme ou des histoires sordides avec des agressions ou que sais-je, mais c'est dans la banalité du quotidien qu'il y a déjà des hésitations qu'on peut avoir. Mais est-ce qu'il faut dire, pas dire? Est-ce que je suis habilité à le faire? Est-ce que, enfin, voilà. Alors, je vous raconte, j'ai prévu 4 histoires, enfin, c'est même pas des histoires, c'est des situations simplement, donc ça me permet d'aller très vite. Première situation évoquée, c'est une situation qu'on m'a ramenée d'un hôpital psychiatrique, c'était quand? C'était il y a 2 jours.
Donc, c'est tout récent. Donc, du coup, évidemment, j'ai retenu cette situation. C'est des personnes qui disent, donc qui travaillent dans le champ de la santé mentale et qui disent, ben voilà, donc on est en institution, nous autres, et c'est vrai qu'on reçoit fréquemment des coups de téléphone de l'entourage, de proches, qui savent que telle personne est chez nous pour l'instant. Est-ce qu'on a le droit de donner des informations à ces personnes qui nous téléphonent, qui sont donc la plupart du temps des personnes inquiètes, qui veulent prendre des nouvelles, qui veulent savoir quand on peut venir rendre visite éventuellement, enfin voilà, banal, quoi, donc la chose la plus banale du monde. Est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut dire quelque chose, oui ou non? Est-ce que la... Enfin, voilà, donc, je ne sais pas ce que vous feriez, vous, évidemment, mais ce n'est pas évident, une fois que vous relisez ça à travers le prisme du secret professionnel, est-ce que j'ai le droit, donc au téléphone, de répondre quelque chose qui déjà laisse entendre que le patient est bien chez nous? Oui, non, enfin, vous comprenez, ben voilà, il y a de quoi avoir une petite hésitation, et ça vaut la peine parfois de réfléchir à ce genre de situation. On dit quoi à qui quand on a un appel au téléphone? Par exemple, vous comprenez les enjeux qu'il peut y avoir derrière, hein. Les enjeux, c'est quoi? C'est par exemple, comment est-ce que je sais que la personne qui est au bout du fil est bien celle qui dit être ce qu'elle est? Ben, hein, si on vous dit, ben, je suis le frère de madame, ben, je m'inquiète, j'ai appris qu'elle était chez vous, ben, comment savez-vous que c'est le frère? Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, c'est vrai que d'abord, il y a l'identité de la personne au bout du fil, hein. On peut imaginer, mais il paraît que ce n'est pas que de l'imagination. Il y a eu des cas où des personnes se sont fait passer pour comment, un proche, et en fait, c'était des tueurs à gages qui cherchaient désespérément, donc c'était dans un hôpital général, qui cherchaient une personne blessée pour achever le travail, quoi. Enfin, vous comprenez? Donc voilà, c'est un cas, évidemment, où on en ferait bien un film, mais enfin, n'empêche que c'est déjà arrivé où effectivement la personne n'est pas du tout de la famille et quelqu'un d'autre, évidemment, et veut régler des comptes, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, comment savez-vous? Et donc, du coup, est-ce qu'il faut répondre? Puis, il y a l'autre aspect, évidemment, qui est peut-être premier, dont on a parlé, dont Mme Monod a parlé et dont tout le monde parle, c'est ben, d'abord, est-ce qu'on est sûr que le patient est d'accord qu'on donne l'information? Si ça tombe, le patient n'a pas envie de voir sa famille, n'a pas envie qu'on sache qu'il est là, qu'on s'occupe d'eux, qu'il dépend, donc qu'il a des séances avec un psy ou je ne sais quoi d'autre, enfin bref. Donc c'est clair que vous avez toute une montagne de questions qui fait que ça ne va pas de soi de donner l'information. Et donc, hein, on vous l'a rappelé tout à l'heure, hein, comment c'est vrai que tout ce que je sais sur un patient, pas uniquement ce qu'il me dit, mais tout ce que je sais, tout ce que je vois, tout ce que j'observe, tout ça est sous couvert du secret professionnel. Donc on devrait conclure, en fait, si on appliquait la loi froidement, à toute personne qui téléphone, on n'a rien à dire, point barre. Le patient peut lui téléphoner, lui, il peut étaler sa vie sur Facebook s'il veut le faire, mais en tant que professionnel, on n'a rien à dire à personne, évidemment. Hein, sauf si on a l'accord du patient, si on a évidemment discuté de cette question avec lui. Donc, ça, c'est un premier point où ce n'est pas toujours évident. Alors maintenant, si vous tirez sur la ficelle, sur cet exemple, vous remarquerez que ça pose une question redoutable dans les institutions. Donc moi, je ne sais pas où vous travaillez, hein, je ne sais pas dans quel secteur, mais dans les institutions, quand vous avez quelqu'un qui est à l'accueil et dont le métier, c'est de recevoir les appels, de dire quand on peut visiter le patient, dit s'il est là, quand est-ce qu'il va sortir, enfin, donne des informations, quoi, comme hein, tout à fait banal, que ce soit dans les hôpitaux généraux d'ailleurs, comme en santé mentale ou ailleurs. Donc ces personnes qui sont à l'accueil et qui donnent en permanence donc, des informations à toutes les personnes qui leur téléphonent, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui en réalité sont payées pour transgresser la loi tous les jours, autant qu'il y aura de coups de fil? Si on applique la loi scrupuleusement, ces personnes, est-ce qu'elles peuvent donner des informations? Ben, si vous regardez dans la loi, à moins qu'il y ait eu un changement récemment ou un article qui m'ait échappé, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont payées pour transgresser la loi par rapport au secret professionnel. On trouve que c'est tout à fait normal de donner un minimum d'informations, mais normalement, on ne peut pas, tant qu'on n'a pas en tout cas l'accord du patient, évidemment. Donc ça, c'est un premier point. C'est un premier exemple, donc vous voyez, d'une banalité incroyable. On reçoit des coups de fil. Bon. Dans le prolongement de ce premier exemple, un deuxième exemple qui m'a été rapporté aussi ici il y a 2 jours lors d'une réunion d'éthique, c'est lorsque maintenant on se retrouve à être interpellé éventuellement en présence hein, de la famille ou d'un proche qui s'inquiète vraiment. Donc, on s'occupe d'une personne qui est en difficulté, mais voilà que la famille a appris, donc elle débarque aussi, elle vient vous voir en disant « mais on est vraiment inquiet, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider » Enfin, voilà. Comment
se positionner en termes de secret professionnel quand on a un doute par rapport à ce que le patient permettrait qu'on dise ou qu'on ne dise pas. Est-ce qu'on peut prendre la décision, évidemment, de rassurer la famille? Vous comprenez bien, c'est la maman, c'est le papa, c'est le conjoint. Ben, il faut quand même bien, enfin, c'est tout à fait légitime que ces gens-là soient informés. Oui, non, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Ben, en toute rigueur de terme, de nouveau, si on joue avec la loi, mais est-ce que c'est juste? Vous voyez, c'est là que ça devient un débat éthique, évidemment. En toute rigueur de terme, on n'a rien à dire à qui que ce soit tant que le patient est capable. Donc, c'est lui qui exerce ses droits, c'est lui qui a droit aux informations, c'est lui qui éventuellement donne des informations à des tiers, c'est lui qui dit éventuellement, celui-là, je voudrais bien qu'il m'accompagne pour venir voir le médecin ou le psy ou que sais-je d'autre. Enfin bref, c'est le patient qui décide, mais en dehors de toutes ces décisions prises par un patient, une famille éplorée, désespérée, perdue, qui viendrait vous voir, n'a normalement aucune information à recevoir, et ce n'est pas parce qu'on est le père, ce n'est pas parce qu'on est la mère, ce n'est pas parce qu'on est le conjoint ou le fils ou la fille que l'on a droit à avoir des informations, évidemment, sur un patient, tant qu'il n'a pas donné cet accord, évidemment. Mais, me disait-on, dans cet hôpital, c'est que, ben oui, mais n'empêche que nous, on a les familles qui débarquent quand même, et c'est vraiment ne pas avoir de cœur que de ne pas essayer de rassurer au moins ces gens-là, que de ne rien dire, de dire oh ben, écoutez, vous verrez avec votre fils ou avec votre frère ou que sais-je d'autre. Enfin, voilà. Et donc, on est mal pris entre, d'une part, la réserve à laquelle on est tenu, et d'autre part, le fait qu'on a en face de soi parfois des gens très sincères, hein, qui sont vraiment désespérés, qui voudraient avoir des informations pour comprendre, ne fût-ce que ça, mais à qui on ne peut rien dire, effectivement. Donc, c'est de nouveau une situation d'une banalité incroyable. Mais où il y a parfois, effectivement, dans le chef de certains intervenants, il y a une hésitation, mais qu'est-ce qui est juste de faire dans un cas comme celui-là? Autre exemple, mais ça a été évoqué, c'est troisième exemple où il y a parfois des débats, effectivement, c'est quand on travaille avec une équipe, alors a fortiori quand on travaille en réseau avec d'autres services, bien sûr, mais enfin ici, imaginons au sein d'une équipe, c'est que dois-je dire, que puis-je dire? C'est les règles du secret partagé qu'on vous a rappelées, évidemment, mais la pratique, effectivement, est un peu plus complexe que ça. Si les règles, donc les 4 règles qu'on vous a rappelées, hein, c'est uniquement à des gens tenus par le secret professionnel, ayant le même mandat, uniquement les informations nécessaires et avec l'accord du patient, il n'empêche que dans la pratique, on n'a pas toujours l'accord du patient et que même si on a l'accord du patient, souvenez-vous, un patient ne peut pas vous délivrer du secret professionnel. Il y a des situations qui me sont rapportées où on a l'impression que ce n'est pas judicieux de donner une information, même à une équipe avec laquelle on travaille, et a fortiori avec d'autres services qui pourraient être concernés par la prise en charge du patient. Donc, il y a une pondération, il y a un jugement là qui peut intervenir et qui va amener les gens à transgresser les règles habituelles que normalement on est amené à respecter. Donc voilà, là c'est une zone aussi où ce n'est rien de spectaculaire, mais enfin il y a des questions qui se posent, bien sûr. Et puis le dernier cas que je voulais vous montrer, de nouveau dans les banalités, dans le quotidien, c'est un cas d'école, celui-ci, qu'on raconte souvent, c'est lorsque évidemment vous recevez une confidence de la part d'un patient durant une prise en charge, et cette personne vous donne une information qui parle d'un enfant qui serait en danger ou que sais-je d'autre. Enfin voilà, c'est une information qui est lourde à encaisser et qui effectivement parle de personnes qui seraient donc en danger actuellement. Et donc, dans ce contexte-là, pour que vous voyez un peu comment on peut faire de l'éthique, hein, donc c'est un cas bateau, un cas d'école, hein, un cas un peu simple, mais enfin, n'empêche que ça existe. Hein. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est évidemment voir que quoi que vous fassiez, vous allez toujours mal faire, en fait. Quand vous êtes dans l'éthique, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution, il y a une solution juste, mais ce qu'est une solution juste quand on fait de l'éthique, c'est toujours une solution qui va vous obliger à vous salir les mains d'une façon ou d'une autre. Si on prend le cas facile, le cas d'école que je viens d'évoquer, donc si vous essayez d'ouvrir la réflexion, qu'est-ce que vous pourriez bien imaginer pour essayer de voir ce qui est le plus juste de faire? Ce que vous pourriez imaginer, c'est ceci. Première solution, c'est la personne m'a confié un secret en me demandant, hein, imaginons, que je ne dise rien, et alors naïvement j'ai répondu, ben oui, je ne dirai rien, on est tenu par le secret professionnel, soyez rassurés. Il me donne donc l'information avec un tiers en danger. Première chose que je peux faire, c'est évidemment dire, eh bien, je ne dirai rien à personne.
Mais vous voyez tout de suite, évidemment, en quoi ce n'est pas une bonne solution ou en quoi c'est critiquable. C'est que ce qu'on va vous objecter, c'est oui, mais en attendant, il y a un tiers qui est en danger et ça ne va pas. C'est non-assistance à personne en danger. Alors, on peut toujours dire oui, mais en attendant, c'est juste parce que j'ai promis de ne rien dire et que ce que j'essaye de défendre, c'est la relation de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'information reçue, il n'y a pas de discussion possible. Et par conséquent, ben voilà, je suis tenu quand même d'être le gardien de la promesse que j'ai adressée à la personne. Donc ça, ce serait une première solution, mais qui est critiquable parce qu'en attendant, il y a quelqu'un qui est en danger et qui va peut-être passer à la casserole ce soir, donc ça ne va pas. Deuxième chose, ce serait de dire, ben oui, ben alors donc ce qui est juste de faire, mais ça ne va pas non plus, enfin, en tout cas on va se salir les mains malgré tout, c'est de dénoncer la situation en disant, là c'est trop grave, j'ai trop d'éléments qui me donnent à penser que c'est pas une illusion, c'est pas un fantasme, c'est réellement donc une information qui concerne vraiment un tiers qui est réellement en danger. Donc dans ce cas-là, je préviens le procureur du roi ou enfin qui j'estime devoir informer d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, vous comprenez bien qu'on n'est pas à l'aise non plus avec ce genre de situation, puisque on va vous dire, c'est dégueulasse. Enfin, oui, on comprend bien que vous voulez protéger un tiers, mais c'est quand même terrible de devoir trahir la relation de confiance qui a permis de recevoir l'information, évidemment. Alors, certains vont dire, oui, mais enfin, c'est un moindre mal, mais n'empêche que normalement, on respecte la relation de confiance. Et ici, ben, évidemment, on va la trahir et on risque d'avoir un retour de balancier. Et puis, troisième solution, qui est souvent celle qui est retenue, mais qui n'est quand même pas idéale non plus, c'est des gens qui se disent, mais que puis-je faire d'autre encore entre garder l'information et jouer le jeu du secret professionnel, puisque la loi ne dit pas qu'on doit dénoncer, elle dit juste qu'on peut dénoncer, donc j'ai encore le droit d'estimer que je ne le ferai pas. Dénoncer éventuellement, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre à part ces deux options opposées? Et ce que je peux faire d'autre, évidemment, c'est tout simplement essayer de travailler avec le patient pour que lui-même soit capable de dénoncer la situation. Donc de le soutenir dans la parole qu'il pourrait tenir auprès d'un procureur du roi, de la police ou de je ne sais pas qui d'autre, éventuellement. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas toujours évident, et donc ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des jours en tout cas, et donc on va dire, oui, mais en attendant, pendant que tu aides ton patient à essayer d'apporter l'information auprès de la police, ce qu'il ne veut pas faire de prime abord, en attendant, la personne qui est menacée, elle est toujours menacée, et les jours vont passer, et évidemment, c'est quand même jouer avec la vie des gens. Donc ça ne va pas non plus, ce n'est pas une solution géniale, il faut bien le reconnaître. Quand vous êtes dans l'éthique, et je termine avec ça ici, donc, quand vous êtes dans l'éthique, vous voyez bien, par rapport à une information reçue, que dois-je en faire, que puis-je en faire, le peu que je vous donne ici comme analyse vous permet de comprendre qu'il y a peut-être une solution qui est la plus juste, et ça, je vous laisse apprécier ce que vous estimez être le plus juste, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi que vous alliez faire dans des situations comme celle-ci, vous allez toujours, malheureusement, devoir accepter de prendre des risques pour vous, de prendre des risques pour des tiers. Enfin, bref, donc ce que j'appelle ici le fait de se salir les mains et de ne pas vous en sortir indemne, évidemment. Les questions de secret professionnel, d'une manière générale, dans tous les secteurs, ce n'est pas qu'en santé mentale, vous confrontent à cette difficulté-là d'assumer en conscience des solutions qui sont discutables. Si les solutions étaient toujours bonnes, ce ne serait pas un problème et vous dormiriez bien le soir. Ce qui est problématique, c'est évidemment qu'elles vous mettent parfois en situation de ne pas pouvoir faire tout le bien que vous voudriez et de devoir malheureusement prendre des risques pour l'un ou pour l'autre. Et ça, bon voilà, il faut l'apprendre. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayer, quand on prend sa décision, d'être le plus au clair possible sur ce qui vous motive à faire ce que vous allez décider de faire par rapport à ce type de situation. Voilà, donc je voulais juste aborder le volet pour compléter le volet pratique. Si vous voulez, sur le terrain, ben, c'est vrai qu'il y a des nuances, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est vrai que c'est parfois pour des bêtises, il faut bien le reconnaître, mais n'empêche que ben, faire de l'éthique, c'est ça, c'est de voir dans toutes ces situations quelles décisions on va prendre. Pour la question du sujet, ben, comme le temps passe et file, donc ça, on y reviendra éventuellement une autre fois si vous m'invitez à nouveau. Enfin bon, parce qu'il y a plein de choses à dire qui sont essentielles, mais c'est plus théorique et peut-être moins urgent. Voilà, je me tais. Merci Monsieur Longniot pour cet exposé qui est très éclairant et qui, j'aime beaucoup cette formule que vous utilisez. Effectivement, la relation thérapeutique, la relation d'aide
ne laisse jamais personne indifférent et surtout pas indemne. Et donc, effectivement, les questions de secret professionnel sont finalement à l'image de cet engagement que nous faisons dans ce type de travail. Et donc, ces questions ne sont jamais simples. Et lorsque vous soulevez différents aspects, par exemple, autour de secret professionnel ou non-assistance à personne en danger, là, je me tourne vers Lucien Knowing, je pense qu'on est là typiquement dans des cas où il faut faire un choix entre deux obligations qui sont par ailleurs consacrées par la loi, toutes les deux, et on est finalement entre deux droits qui sont en balance et il faut choisir. Oui, évidemment. Je voudrais dire quand même, par rapport à l'exposé de M. Logno, il m'a vraiment, comme toujours, hein, dans ce genre de séminaire, aidé à approfondir la réflexion sur toute une série de questions qu'on ne pourra pas trancher aujourd'hui, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que l'essentiel, c'est de se poser les questions. Donc, il a donné quelques exemples de choses, il dit, ben oui, voilà, les personnes qui sont au téléphone, c'est banal, etc. Le fait qu'on se pose des questions, oui, mais au fond, est-ce que je peux pas, etc., c'est déjà le commencement, effectivement, des bons réflexes. Maintenant, sur la question précise, bon, j'ai fait une présentation de 30 dias, parce que j'avais 30 minutes, mais j'en ai une que j'ai sous les yeux, là, sur mon autre écran, de 130 dias où des questions comme celles qui ont été évoquées par M. Logno ou celles que tu poses sont évoquées. Moi, je veux bien communiquer aussi cette version très longue. Je dirais simplement sur la question du dilemme en fait, que tu évoques là, où il met l'obligation du secret professionnel et l'obligation de porter assistance à personne en danger, insister sur le fait que l'obligation de porter assistance à personne en danger, c'est l'obligation de porter assistance. Ce n'est pas l'obligation de dénoncer. Et dans le débat, le dilemme tel qu'il a été posé par M. Logno, il y a les deux extrêmes, je me tais complètement ou je dénonce. Puis il a dit, il y a une troisième voie, c'est de travailler avec la personne qui pourrait peut-être être amenée à elle-même informer la police ou le procureur du roi pour protéger dans cette hypothèse de cas d'école un enfant en danger, mais il y en a encore d'autres. Et avant de penser à la police, quand on parle de jeunes, d'enfants en danger, il faut penser au service de l'aide à la jeunesse. Il y a le conseiller de l'aide à la jeunesse, il y a les équipes SOS enfants, dans les écoles il y a les PMS. Donc entre se taire complètement et parler à la police ou au procureur, il y a aussi pas mal d'autres choses que l'on peut faire dans les ressources qui existent au sein du secteur de l'aide au sens large du terme. Alors, on n'est plus nécessairement dans le secret partagé, mais j'imagine que pour reprendre le cas d'école, dans l'hypothèse travailler avec la personne pour l'amener à peut-être elle-même aller porter plainte à la police, qu'il serait peut-être plus simple d'arriver à convaincre cette personne d'aller voir le conseiller de l'aide à la jeunesse que d'aller à la police. Donc, je veux dire, quand on reste dans le domaine d'une aide qui peut être apportée sous une forme spécialisée à une personne en danger ou supposée en danger, parce que ce n'est pas parce qu'une personne dit qu'il y a un enfant en danger qu'il y a un enfant qui est réellement en danger, enfin, supposons que le danger fut réel, il y a d'autres choses à faire entre la dénonciation, la justice et la police et se taire, y compris de relayer l'information, comme l'impose d'ailleurs à tous les intervenants le décret maltraitance vers des professionnels spécialisés. Et donc voilà, tout ça a été expliqué dans un PowerPoint de 130 dia, ainsi que quelques autres questions. J'ai vu un petit peu, mais ça tu vas les résumer, mais j'ai vu un petit peu dans les 27 questions qui ont été posées, que j'ai quand même lues, un certain nombre de choses pour lesquelles il y a des réponses dans un PowerPoint plus complet ou dans mon article de 2012 dont les références ont été données. Merci, et on mettra un certain nombre de références aussi bibliographiques sur les sites web pour permettre aux uns et aux autres de s'y référer. Alors, je repars des questions que nous avons reçues pendant différents exposés, et effectivement, la première question, c'est concernant le travail dans des équipes professionnelles multidisciplinaires, où le partage d'informations en réunion d'équipe est une pratique courante.
Et donc, il y avait une demande de baliser les conditions de partage d'informations dans ce cadre. Et je me tourne vers les trois orateurs, parce que je pense que vous avez tous les trois évoqué à un moment donné la question. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Monsieur Longniot, peut-être pour démarrer? Donc, si je comprends bien la question, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, au niveau des balises, j'imagine que c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure. Hein. Je pense que c'était dans les dias de Lucien Nouwink. Donc, il y a les 4 règles. Alors, enfin, je vais partir d'une situation qui me revient ici. C'est une dame juriste qui travaille dans la médiation, etc., qui évoquait cela. Elle disait, voilà, moi, quand je suis en réunion pluridisciplinaire, où effectivement, on intervient avec des psys, des assistants sociaux, il y a des représentants de la justice éventuellement, ou des acteurs de la justice qui sont présents. La première chose que je fais pendant cette réunion, et ça renvoie donc aux 4 règles du secret partagé, c'est je demande à chacun quel est son mandat. Mais vous imaginez bien, il faut oser faire un truc pareil quand vous débarquez dans une réunion où vous ne connaissez même pas les gens si ça tombe, c'est la première fois que vous les voyez, ou en tout cas certains d'entre eux, donc c'est quand même un peu rude. Mais enfin, elle dit, voilà, moi je demande quel est votre mandat. Et l'idée, c'est la suivante, donc c'est comme ça qu'elle lit les 4 principes. Si on a des mandats tellement différents qu'on ne peut pas dire qu'on est tous dans le soin, hein, par exemple, si vous travaillez, vous êtes dans le soin avec des gens qui sont plutôt dans la justice, vous risquez d'avoir ce problème-là. On n'est pas tout à fait dans la même. Donc, on a l'intérêt du patient, évidemment. Hein, donc, on va toujours dire ça. Oui, mais on est tous là pour l'intérêt. Oui, mais non. Vous parlez d'où? Et qui c'est qui vous mandate pour venir ici? Et si vous constatez effectivement que les mandats donc, sont trop différents, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y en a qui sont dans une logique thérapeutique, d'autres dans une logique judiciaire, par exemple, eh bien, si on est amené à échanger, ce sera donc avec d'autant plus de prudence. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va partir hein, ou qu'on va empêcher la réunion, mais en tout cas, ce sera donc pour attirer l'attention chez tout le monde que donc, voilà, attention, une des conditions n'est pas remplie, nous n'avons pas tous le même mandat, ou on ne travaille pas tous dans la même logique, si vous voulez, et par conséquent, donc prudence sur ce que l'on dit. Enfin voilà, donc c'est ce genre de choses que certains osent mettre en place pendant une réunion, hein, c'est de rappeler, de venir avec l'autorisation du patient, ça c'est très important, mais ça arrive combien de fois? Je vous avoue, enfin moi je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus, et je n'ai pas lu d'études non plus là-dessus, mais je ne suis pas sûr que dans toutes les réunions pluridisciplinaires, on a toujours, ou que tout le monde a toujours l'autorisation effectivement du patient pour pouvoir parler. Et ce n'est pas simplement qu'il faut avoir l'autorisation, mais l'autorisation par rapport à quoi? Le patient m'autorise à dire quoi et à ne pas dire quoi éventuellement. Enfin, voilà, donc ce n'est pas évident du tout. Hein, mais voilà, ce sont les 2 grandes contraintes que je vois dans la pratique. Donc, est-ce qu'on a le même mandat et est-ce qu'on a l'autorisation au moins du patient? C'est souvent là que ça chope d'une façon ou d'une autre. Mais juste terminer par une petite remarque. Quand vous rentrez dans cette logique du travail en réseau, donc on est souvent attiré ou motivé par le fait qu'on a envie de bien travailler et que donc c'est tout à fait légitime d'avoir toutes les informations que l'on estime être utiles pour faire son bazar. Moi, je pense qu'il faut inverser le paradigme, ou en tout cas la manière de réfléchir spontanée ici, hein, qui est, voilà, j'ai droit à avoir des informations, en partant du principe que je n'ai droit à rien et que même si je n'ai aucune information qui m'aiderait quand même, eh bien, la question pour moi, c'est de savoir comment continuer mon travail malgré tout. Donc, c'est pas, je ne peux travailler qu'à la condition que vous me donniez des informations que moi, j'estime être utiles pour moi, mais c'est comment, au terme de ce genre de réunion, je vais continuer à faire mon travail, même si je reste sur ma faim, même si je n'ai pas toutes les informations, mais qui suis-je pour avoir droit ou pour estimer avoir droit à avoir toutes les informations? Voilà, je travaille avec des gens et donc la question, c'est comment bien faire son travail sans tout savoir. Et si vous introduisez cette dimension-là, donc juste pour dire que ce n'est rien de monstrueux en réalité, ça vous renvoie à une réalité humaine qui est bête, simplement ici on l'organise explicitement, mais si vous avez par exemple des enfants, est-ce que ça vous empêche de vivre avec eux et même de les aimer éventuellement? Alors que, donc, est-ce que le fait que vous ne sachiez pas tous deux vous empêche de vivre avec eux et de les aimer et de prendre des décisions?
est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion quand vous pensez que parce que ce sont vos enfants, vous connaissez tous deux? Ben, évidemment, vous êtes dans l'illusion. Hein, on l'apprend parfois bien plus tard. Enfin, je pourrais vous raconter des anecdotes où on se rend compte que la vie de nos enfants nous a complètement échappé et qu'entre ce qu'on savait et ce qu'ils vivaient vraiment, il y a un écart, évidemment. Enfin bref, c'est une réalité humaine que de permettre, et là c'est la question du sujet hein, qui est présente, que de permettre aux gens d'avoir un jardin secret, qu'on ne sache pas tout à leur propos, et que donc, même dans un couple, le père ou la mère ne me disent pas tout, alors que pourtant je suis l'autre parent. Bien sûr. Eh bien, si vous voulez, sur le plan professionnel, c'est un peu la même chose. Hein. Comparaison n'est pas raison, mais enfin, c'est un peu le même principe. Ça ne doit pas m'empêcher de me demander comment je peux aider la personne avec ce que je sais et en acceptant le principe que je ne sais pas tout et que je ne saurai de toute façon jamais tout, bien évidemment. Une fois que vous avez accepté ça, que vous avez renversé le raisonnement, donc c'est pas je dois tout savoir pour travailler, mais je dois apprendre à travailler sans tout savoir. Une fois que vous rentrez dans cette logique-là, c'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas non plus de sauver la Terre entière, on vous demande de faire tout le bien que vous pouvez faire avec ce que vous savez et ce que le patient est d'accord de vous dire ou de ne pas vous dire. Enfin, voilà, donc je déborde un peu de votre question de départ. Non, non, mais je trouve intéressant parce que ça revisite et ça permet de revisiter complètement la notion de continuité de l'aide et du soin, qui sont des questions qui se jouent entre institutions, mais nous avons une question qui allait un peu dans cette direction-là aussi, à l'intérieur de services qui travaillent sur 24 heures sur 24, avec des équipes différentes de jour et de nuit, et qui travaillent avec un même public. Comment est-ce qu'on fait pour la transmission ou non d'informations? Geneviève, tu voulais intervenir peut-être? Et puis on passera à, à d'autres questions parce qu'on en a reçu quand même quelques-unes. Geneviève, ton micro est coupé. Seul. Voilà, maintenant ça va? Ok. Oui, le respect de la vie privée, malgré ou avec ou à cause le travail en équipe, c'est très délicat parce que ce secret, ça émoustille un peu tous les protagonistes et on a l'impression que, comme vous disiez, Monsieur Lionneau, que plus on en sait et mieux c'est et mieux on va soigner. Et donc, il y a une certaine rivalité entre chacun pour avoir le maximum d'informations et pour avoir l'information la plus intime possible. Et à la limite, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux patients éventuellement de dire si c'est important, ce qu'il a à dire, de son intimité, pourquoi n'est-ce pas le patient qui peut transmettre à un autre à la fois, si c'est absolument nécessaire? Peut-être qu'il y a des patients qui ne seront pas suffisamment autonomes que pour le faire, mais autant essayer en premier lieu. Mais j'apprécie beaucoup cette possibilité de travailler sans qu'il y ait la transparence. C'est pas nécessaire de tout savoir. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, ben on fait avec. Alors, je prends d'autres questions. Il y a effectivement des questions qui reviennent régulièrement dans la transmission d'informations entre différents acteurs avec une conditionnalité. C'est le cas des mutuelles qui demandent au psychologue un rapport pour pouvoir donner accès ou non à une indemnisation. Et il faut savoir que des questions similaires se posent dans la convention INAMI qui est pour le moment en cours encore de discussion, enfin, qui est en cours d'installation, on va dire, au niveau fédéral pour le financement de psychologues de première ligne. Mais c'est aussi le cas par rapport à un CPAS ou par rapport à d'autres organismes. Donc là, il y a aussi un enjeu financier derrière, c'est-à-dire nous avons des institutions qui demandent des informations pour pouvoir accorder un droit économique à certaines personnes. En dire. Je me tourne vers les différents orateurs. Peut-être Luciane Owink pour démarrer. On peut donner des réponses à plusieurs niveaux. Si on se situe sur le plan strictement juridique, le patient lui-même, le bénéficiaire de l'aide lui-même,
n'est pas tenu au secret professionnel. Donc, il peut demander à son médecin d'établir une attestation comme quoi il a besoin, parce qu'il a je sais pas moi, telle douleur articulaire, etc., besoin de séances de kinésithérapie pour convaincre le médecin conseil de la mutuelle d'accorder le remboursement de plus de 9 séances habituelles, etc. Mais ça c'est vraiment un jeu dans lequel qui est assez compliqué. Ce qui devient beaucoup plus pervers, c'est si on est dans des rôles qui sont plus, je dirais, du domaine de la surveillance sociale. Une règle importante est qu'on ne peut pas cumuler la fonction de traitant et d'expert. Donc, c'est très dangereux quand on commence à demander à un traitant de faire des rapports à l'intention de quelqu'un, de qui que ce soit à l'extérieur. Donc, c'est sans doute encore plus délicat en matière psy que dans mon exemple du médecin qui dit oui, la personne a mal au genou, il y a telle affection qui justifierait plus de 9 séances de kiné. C'est beaucoup plus compliqué dans le domaine de la santé mentale, évidemment, hein. Maintenant, c'est toujours mieux lorsqu'il y a un tiers qui intervient, un expert, par exemple, s'il s'agit d'établir un préjudice moral, est-ce qu'il y a un traumatisme, etc. Il vaut mieux qu'il y ait un expert et que le rôle de l'expert soit clairement distinct de celui du thérapeute. Donc, en tout cas, il est toujours très délicat pour un thérapeute de faire des attestations. Parce qu'après, il pourra lui-même toujours se poser la question de savoir si le patient était venu pour se faire soigner ou pour avoir une bonne attestation. L'exemple typique que j'ai vu souvent, c'est dans le domaine des conflits familiaux où un parent demande à un psy d'établir un petit rapport comme quoi l'enfant n'est pas bien quand il va en week-end chez l'autre parent pour essayer de convaincre le tribunal de la famille de réduire un hébergement secondaire, des choses de cet ordre-là. Là, on risque toujours d'être dans l'instrumentalisation et les juges, d'ailleurs, apportent peu de crédit à ça. Dans les CPS, c'est un peu plus compliqué parce qu'on pourrait considérer qu'il y a une finalité, en tout cas partiellement comparable, et il ne faut pas oublier que les CPS sont tenus au secret professionnel aussi. Je crois que toutes ces questions sont très complexes et il faut peut-être revenir aussi à la réflexion de Geneviève Monnoy tout au début de son intervention quand elle disait, mais est-ce que, ou c'était à la fin, je ne sais plus, c'était mais la règle d'ordre public avec la question du consentement finalement. Parce que le principe d'une règle d'ordre public, c'est que même le consentement ne permet pas d'y déroger. En droit de la consommation, si le commerçant vous propose une belle réduction sur une voiture en stock, moyennant quoi la garantie sera limitée à 6 mois plutôt que les 2 ans légales, ce n'est pas valable. Parce que le législateur, à un certain moment, a dit qu'il faut 2 ans de garantie minimum, et même le consommateur ne peut pas y renoncer. Donc, alors ici, on dirait pour le secret professionnel, tout à coup, le patient ou le client, tout ce qu'on veut, pourrait renoncer. Ce serait contraire à cette idée, effectivement, et c'est dangereux. Donc, rappelons quand même que quand on parle de consentement, ici, on est dans l'hypothèse du secret partagé qui n'est pas une exception au secret professionnel. On reste dans le secret. Mais derrière tout ça, il y a quand même peut-être une réflexion qui sort clairement du cadre juridique, mais pas tellement du cadre du criminologue, où il y a quand même un aspect, je dirais, de sociologie, mais il y a une question philosophique, voire politique qui se pose. Hein. C'est est-ce qu'on met l'accent d'abord sur la protection des personnes qui peuvent être dans une situation de faiblesse, exemple l'acheteur par rapport à un vendeur, ou le locataire par rapport à un propriétaire, et on dit règle d'ordre public, on ne peut pas y déroger, ou est-ce qu'on met l'accent sur l'autonomie de la personne dans une optique qu'on pourrait qualifier de libérale ou néolibérale, en disant la personne elle est grande assez pour décider que finalement elle préfère les 10% sur la belle voiture tout en renonçant aux 2 ans de garantie. Qu'est-ce que c'est que cette société qui surprotège, etc. Donc on sent bien, parce que dans les lois, quand Geneviève Monnoy a parlé du consentement, c'était aussi par rapport à la loi de 2019 qui met l'accent sur le consentement. Là, on a une exception légale. Donc, on n'est plus dans la question d'une entrave à une règle d'ordre public. Oui, la règle d'ordre public, une autre loi peut y déroger. Mais c'est vrai qu'en mettant le consentement au centre, on part du principe que le patient est en état
est en situation de pouvoir prendre les meilleures décisions. Or, il est souvent dans une position de faiblesse, dans une position délicate, dans une position où il n'a pas le temps, ou l'envie de lire les formulaires d'autorisation, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on pose en principe fondateur de tout le fonctionnement de la société que toutes les personnes sont autonomes, responsables et capables de prendre leurs responsabilités, ou est-ce qu'on pose aussi en principe qu'une société doit être là pour protéger des gens qui pourraient être dans une situation de vulnérabilité? Mais c'est presque un débat idéologique fondamental, à la limite un débat de droite-gauche, un peu de base, hein, cette question-là. Merci. Alors, il y a aussi des questions qui tournent autour des professionnels. Alors, il y a une question, alors dans des registres différents. Il y a une question, par exemple, d'un fonctionnaire qui rappelle le code de l'instruction criminelle et son article 29 avec l'obligation de dénonciation lorsqu'un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'un crime ou d'un délit. Et donc, la question c'est, je suis fonctionnaire, mais je suis par ailleurs psychologue ou assistant social, détenteur de secrets. Dans mon travail, je dois établir une relation de confiance. Qu'en est-il? Et au fond, est-ce qu'on peut avoir dans le chef d'un même individu un conflit entre le code de déontologie de la profession dont est issue la personne et les obligations qui s'imposent à cette même personne dans le cadre d'une fonction qu'elle occupe, comme par exemple ce fameux article 29 du Code d'instruction criminelle? Question pour le juriste. Question pour le juriste. Qui va un instant partager à nouveau son écran. Ça, c'est un extrait de mon PowerPoint long, vous le voyez? Oui. Donc, en fait, c'est un point qui a fait polémique hein, en doctrine fort longtemps, encore que la doctrine dominante allait dans le sens de considérer que l'article 29 du Code d'instruction criminelle n'introduit pas une exception à l'article 458 du Code pénal, c'est plutôt l'article 458 du Code pénal qui introduit une exception à l'article 29. Autrement dit, la question n'est pas un psychologue est tenu au secret professionnel sauf s'il est fonctionnaire, mais plutôt un fonctionnaire est tenu de dénoncer les crimes et les délits dont il a connaissance au procureur du roi, sauf s'il est tenu au secret professionnel. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que dans un arrêt récent de la Cour constitutionnelle, et c'est pour ça que j'ai mis cette dia en partage, c'est celui justement qui portait sur une loi en matière de secret professionnel des travailleurs sociaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, où la Cour constitutionnelle a finalement, se basant sur une jurisprudence de la Cour de cassation déjà ancienne de 1986, bien clairement dit que l'obligation de dénonciation est soumise à l'obligation de respecter le secret institué par l'article 458 du Code pénal. Autrement dit, tout simplement, le médecin militaire, par exemple, il est fonctionnaire, les médecins militaires, mais les médecins d'abord. Donc, c'est l'obligation de respect du secret qui l'emporte sur celle de dénoncer. Je suis très heureux que la Cour constitutionnelle ait eu l'occasion de le dire, parce que ça coupe court à des polémiques. Et donc, la conclusion, voilà, c'est que l'obligation de dénoncer ne s'impose aux fonctionnaires que s'ils ne sont pas dans l'exercice d'une fonction qui implique le secret professionnel. Évidemment, il peut être amené à communiquer sur d'autres bases. Hein. Par exemple, s'il est l'assistant de justice qui a connaissance d'une violation des conditions d'un libéré conditionnel, il est tenu au secret professionnel en tant que travailleur social, mais c'est son travail d'informer le tribunal de l'application des peines sur une éventuelle transgression qui pourrait être une infraction d'un dispositif conditionnel. Donc, tout doit toujours être bien nuancé, évidemment, mais le principe, il est là et je pense que ça répond à la question. Merci. Et effectivement, ça montre qu'il faut connaître et donc l'importance de ressources qui maîtrisent ces sujets-là et qui sont au courant aussi de ces différentes jurisprudences qui viennent compléter les choses. Alors, je me tourne encore vers d'autres questions. Il reste encore 2-3 minutes.
En ce qui concerne les professionnels, une autre question, c'était qu'en est-il lorsque le professionnel lui-même se sent en danger? Et on a effectivement des situations, quand on travaille avec des situations de précarité, de vulnérabilité des individus, et pas seulement, quand je parle de précarité ou de vulnérabilité, c'est pas seulement sur le plan social, c'est vraiment sur plein d'autres aspects. On peut avoir effectivement des situations qui se tendent, et dans ce cas-là, qu'en est-il? Est-ce que qui veut répondre à cette question? Je veux bien tenter sous l'angle du juriste, mais il y a certainement des choses à dire sous d'autres angles que l'angle juridique. C'est que le respect des principes de droit ne va pas jusqu'à exiger des gens l'héroïsme au risque au péril Se de mettre en leur danger. vie. Hein. Donc, l'exemple simple, c'est le médecin qui se fait agresser, donc il est appelé quelque part par un patient bon, et puis il se fait agresser par le patient qui lui vole son carnet d'ordonnance ou que c'est. Le médecin n'est pas forcé de s'abstenir de porter plainte. Hein. Il peut porter plainte, il peut réclamer la réparation de son préjudice en justice, mais il ne doit pas en dire plus que ce qu'il faut pour les besoins de l'instruction de la plainte. Et donc, dans mon exemple, il ne doit rien révéler quant à la pathologie de la personne. Il suffit qu'il explique qu'il a été appelé à telle adresse, à tel étage, et qu'il s'est fait agresser par l'occupant de tel appartement. Voilà, donc il ne faut jamais aller au-delà de ce qu'il faut, mais je vois que je ne vais mon un autre éclairage apporter. Il faut que tu remettes le son, Geneviève. Désolée. Pas un éclairage très intellectuel, mais pour l'avoir vécu moi-même et avoir reçu des lettres de menaces de la part d'un patient qui délirait, j'ai quand même été jusqu'à la police pour voir ce que je pouvais faire, et il m'a été répondu: tant qu'il n'y a pas eu passage à l'acte, nous, on ne peut rien faire. Donc, j'ai assuré moi-même la protection de mes enfants, mais ça n'a pas été facile. Mais c'est vrai que je n'ai rien divulgué à la police, et peut-être que je ne les ai pas suffisamment alertés. Mais on est très, très démunis par rapport à certaines pathologies qui courent quand même les rues aussi. Mais alors, je voulais dire, pour une question tout à fait précédente, où je ne suis pas parvenue à intervenir, c'est que notre code de déontologie, l'article 14, c'est le seul parmi tous les professionnels de la santé mentale qui dit que le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager. Tous les autres permettent le partage, mais sans insister sur la responsabilité du professionnel. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire ça pour le choix de ce qu'on partage. Le moins possible d'habitude. Merci beaucoup. Et voilà, il est 13h59. Je sais que les uns et les autres ont aussi des obligations qui reprennent à 14h. Il y a encore eu plein d'autres questions qui ont été posées. Je pense que certaines d'entre elles feront l'objet d'éléments de réponse dans les interventions des prochains numéros de ce cycle de webinaires. Et de toute façon, nous prendrons note de ces questions, voir un peu comment en tenir compte pour les prochains éléments, et de voir aussi s'il n'y a pas des éléments de réponse dans les textes que nous recevrons des différents intervenants. Je voudrais en tout cas remercier une nouvelle fois l'ensemble du panel, donc M. Knowing, M. Lonio et Mme Monnoy, pour votre participation, vos interventions, vos éclairages. Remercier toutes celles et ceux qui y ont assisté d'avoir marqué votre intérêt sur cette question, qui est une question, et moi, si j'ai un élément de conclusion à retenir de cette première séance, cette question est une question vivante. C'est une question qui vit, qui évolue, qui bouge et qui dépend aussi de ce que nous en faisons. Je voulais rappeler cet élément parce que Jean-Michel Lonio faisait bien de la différence entre l'éthique et la loi, et parfois l'obligation que des travailleurs décident de se mettre en contradiction avec la loi. Je rappelle également que la loi n'est pas figée
et qu'elle est l'objet de discussions, qu'elle peut être réécrite. Et ça demande aussi un investissement de la part des professionnels de s'intéresser à ces questions-là et de pouvoir à certains moments faire pression, soit directement, soit via des corps intermédiaires. Et Geneviève avait elle-même témoigné tout à l'heure de l'exemple de cette, on va dire, coquille dans le code de déontologie des psychologues qui a quand même mis 4 ans à être corrigée, mais qui était indispensable à corriger parce qu'elle transformait complètement le rapport à certaines dimensions du secret professionnel. Encore un tout grand merci et